4 professionnels. Des discussions ouvertes, une passion commune. Les intervenants immobiliers vous offrent un podcast pertinent, léger, vulgarisé, en toute humilité. Suivez-nous pour découvrir les sujets qui répondront à vos questions. Salut tout le monde, on est content de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. On a un inspecteur en bâtiment qui fait du corpo, du résidentiel, qui fait un petit peu de tout. Donc Yann, je ne sais pas si tu veux prendre le temps de te présenter un petit peu. Absolument, c'est ça. Je travaille pour Inspection d'Agenais, c'est ma compagnie, c'est ça. Je suis inspecteur résidentiel, commercial, je fais expertise, je fais aussi des pré-réceptions. Donc je fais un petit peu de tout. Ces temps-ci, je vous dirais, à cause du marché, beaucoup de commercial. Là. Puis, question comme ça, Yann, d'où ça part l'inspection en bâtiment pour toi? En fait, j'ai travaillé dans la construction une bonne partie de ma vie. J'ai travaillé en Alberta pendant presque 12 ans. En revenant au Québec, j'étais tanné un petit peu de la construction en tant que telle, donc j'ai décidé justement là, d'aller ailleurs. J'ai toujours été fasciné là, par justement les bâtiments en tant que tels. Là. J'aime expliquer aux gens, j'aime ça parler avec les gens des bâtiments en tant que tels. Puis éventuellement, là, ça m'a allumé. J'ai commencé à suivre des formations, j'ai fini mon cours, puis là, finalement, je me suis lancé là-dedans. Là. Pourquoi t'es parti? Excuse-moi. Pourquoi t'es parti en Alberta? En fait, j'avais 18 ans, puis j'avais pas de formation en tant que telle. Je voulais faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Je suis parti à Fort McMurray, donc je suis parti aller travailler pour suivre la route de l'argent en tant que tel. T'avais-tu fait des formations DEP en charpenterie? Absolument pas. En Alberta, t'as pas besoin de rien de ça. Là. OK, fait que t'es parti d'ici que tu travaillais pas en construction, puis t'es allé... Exactement. Je suis allé travailler en construction là-bas, en revenant au Québec. Combien de temps t'es resté là-bas? 12 ans. Ah ouais, hein? Ouais, fait que t'as appris pas mal. Ouais, c'est ça. Je suis passé... je suis charpentier menuisier, éventuellement, je suis devenu... Tu faisais du résidentiel là-bas? Ouais, je suis surtout spécialisé en fondation, je vous dirais. Okay. J'ai travaillé, c'est ça, en coffrage une bonne partie de ma vie, là. Fait que c'est ça que j'ai fait avant de devenir inspecteur, là. OK, avec tout ce qui est fondation. Exactement. Assez poussé comme connaissance. C'est exactement ça. J'ai travaillé... En fait, j'ai commencé... c'est ça, j'étais charpentier menuisier. Éventuellement, je suis devenu chef d'équipe, contre-maître en chef. Wow. À la fin, j'étais en charge de la qualité des fondations en tant que telles et tout ça. Donc, okay. C'est ça. C'est un beau parcours pour être inspecteur, c'est cool. Puis au niveau des fondations, donc toi, quand tu fais des inspections, tu es capable de donner vraiment un petit peu plus d'explications sur les fondations, ou en tout cas une vraie expertise. Par exemple, s'il y a une fissure où on a des problèmes de béton au niveau de la pyrite, toi, tu vas vraiment être capable de le spotter rapidement? J'essaie d'aller plus loin aussi. Ça reste une inspection visuelle en tant que telle, donc c'est sûr qu'on est limité par rapport à ça. Mais c'est sûr que je peux un peu plus connaître les conséquences du pourquoi. Des joints froids, je peux vous expliquer c'est quoi un joint froid. Je peux vous expliquer. Un joint froid, techniquement, c'est deux masses de béton qui ont été coulées en même temps, mais qu'une masse qui a séché avant que l'autre. Donc, ils ne sont pas bien scellés. Oui, exactement. Scellés ensemble, pas bien. Donc, c'est ça. Donc, ça peut créer, là, justement, une fissure en tant que telle, ça peut créer là, des infiltrations d'eau parce que le béton n'est pas bien jointé ensemble. J'ai une seconde question. Excuse-moi, Mathieu. J'ai une seconde question par rapport à ça, justement. Qu'est-ce qui empêche d'avoir un joint froid, justement, que ça soit bien scellé, bien fait? Qu'est-ce qui fait en sorte? Je vous dirais que c'est vibrer le béton en tant que tel, puis c'est vraiment couler, pas avoir une trop grosse distance de temps entre les deux coulées en tant que telles. Okay. Parce que si vraiment vous voulez se couler à deux reprises, ça vous prend des choses, ça vous prend, exemple, un water stop dans le milieu, excusez-moi pour l'anglicisme, il va y en avoir quand même plusieurs, étant donné que j'ai toujours travaillé en anglais. Donc, ça va prendre un water stop dans le milieu où vraiment, des rebords, que les rebords soient connectés ensemble, le fer d'armature. Donc, il y a quand même plusieurs règles si vous ne voulez pas couler au même moment. Donc, c'est ça, c'est tous des petits détails comme ça. Là. Puis, justement, des fois, ça arrive aussi des coulées, on le voit des fois, c'est des maisons. Quand la coulée, justement, d'un joint froid, ouais. Tu vois que tu restes en diagonale parce qu'on dirait que l'autre camion est en retard d'une coupe d'heure. C'est exactement ça. En fait, c'est souvent comme ça. C'est parce que, justement, le béton... Il y a eu un problème sur la route, le béton est arrivé trop tard, puis ça a été mal vibré, ou justement, là, ils n'ont pas eu... Ils ne le brassent pas? Moi, je pensais qu'ils... Non? Ben, en fait, c'est ça, ma prochaine question, c'est au niveau de la vibreuse, parce que tu as dit vibrer. Ouais. On est trois inspecteurs autour de la table, fait que nous autres, on comprend bien. Mais nous, on ne comprend pas, nous. C'est ça, exactement. Vibrer du béton, c'est quoi qu'on fait? On chicane, on le shake? Oui, en fait, dans le résidentiel au Québec, qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment juste, ils vont prendre une pelle, puis ils vont vraiment juste, un petit peu, j'ai le mot poker en anglais, c'est... le brasser un petit peu avec une pelle en tant que telle. Moi, personnellement, dans le commercial au Québec, puis vraiment dans le résidentiel en Alberta, c'est vraiment, ils vont vibrer. Vraiment avec, c'est un gros vibrateur, vraiment, c'est vraiment ça. On va vibrer
le béton en tant que tel pour bien le mélanger, justement pour pas qu'il y ait de joints froids, de trous. C'est vraiment comme ça là, qu'on va... Donc, Juste pour développer ce qu'il dit, en fait, avant de passer à notre question, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup d'air dans le béton. C'est exactement tu veux ça. sortir les bulles d'air pour pas que il y ait plein de poches d'air et que ça soit faible. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça là, sinon, ça peut faire des honeycombs, des nids d'abeilles, je pense qu'ils appellent ça en français. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que tu veux éviter, là, justement, en vibrant le béton en tant que tel. Puis c'est ça qu'ils vont faire dans le commercial aussi. Là, toutes les dalles, tout est vibré dans le commercial au Québec. Là. Tu vibres-tu aussi des footines? De béton? Dans le résidentiel, non. Okay. Commercial, ils vibrent tout. Là. Ils vibrent tout? Oui, Okay. absolument. Okay. Puis, alors, ça veut dire que là, au Québec, on a quand même un petit souci de fraîcheur l'hiver. Comment on fait on peut pas couler une fondation l'hiver? Là, on aurait des problèmes... Non, on peut absolument. Vraiment, la règle d'or, c'est aussi... Il y a une belle fiche de la GCR pour ça, mais c'est vraiment, le béton doit être à 10 degrés pendant 3 jours, pendant 72 heures. Fait que c'est vraiment... chauffer. C'est ça, exactement. Il faut chauffer le béton. C'est super important qu'il soit à 10 degrés pendant 72 heures. Là. Si on va dans le contraire aussi, l'été, quand il fait extrêmement chaud, le béton non plus sèche trop vite. Fait que qu'est-ce qu'ils font l'été? L'été en tant que tel, ça va arriver qu'ils vont l'arroser en tant que tel, mais je te dirais que c'est rare qu'ils vont appliquer cette pratique-là. Ah oui, OK. Je te dirais que c'est rare, j'ai vu ça, qu'ils allaient le faire en tant que tel, mais oui, techniquement, ça devrait être un certain niveau d'humidité. Là. Dans le fond, j'imagine dans les pics de chaleur, peut-être dans les canicules, des choses comme ça. Là. Ouais, c'est ça, mais comme... à 35. Non, c'est ça. Mais c'est... Soit ils vont couler plus tôt ou des choses comme ça. Ça, il y a les vacances de la construction pour ça. Puis, moi, je voulais revenir à une question que tu as dit au tout début. Tu as dit que tu faisais plus de commercial en ce moment. Est-ce que c'est parce que dans le contexte actuel, on voit qu'il y a moins de construction en unifamilial? Est-ce que le résidentiel est un petit peu moins le vent dans la poupe? Là, j'ai beaucoup moins de demandes en résidentiel en ce moment. Puis c'est ça qui est vraiment génial de faire du commercial, c'est que habituellement les creux, les vallées ne seront pas en même temps que dans le résidentiel. Okay. Donc vraiment, dès que j'ai pogné vraiment le creux dans le résidentiel en tant que tel, j'ai eu plein d'appels de commercial. Puis là, c'est ça que je fais. Là, ça fait environ 2 mois que je fais que du commercial. D'accord, parce que toi, j'imagine que tu as connu un gros pic là, 2021. En 2020-2021, on s'entend que les constructions, il y en avait beaucoup plus en résidentiel. Exactement. Et là, tu vois vraiment que c'est en train de tomber. C'est vraiment plus tranquille dans le résidentiel en tant que tel. C'est ça, je fais beaucoup d'expertise. C'est beaucoup des expertises commerciales, pré-réception, mais je vous dirais résidentiel en ce moment, le pré-achat, il n'y en a pas énormément de mon côté. Là. D'accord. Je sais pas pour vous. Et là. vous, est-ce que c'est pareil? Ben, on a remarqué une petite baisse au niveau résidentiel, oui. Mais par contre, vu qu'on était juste dans ce domaine-là, en fait, on fait pas de commercial. Vu qu'on est juste dans le résidentiel, on a quand même développé une clientèle, une autorité dans le marché. Fait qu'on est quand même occupé. Mais c'est moins la folie. C'est sûr, ouais. Exactement. On a vu qu'il y a une baisse, puis c'est normal. À ce temps-ci d'année, il y a tout le temps une baisse à chaque année. Le fait de, j'imagine pour vous trois, c'est la même chose, mais le fait de se spécialiser, c'est là que tu sors ton épingle du jeu. On a les drones avec Eric. Toi, au niveau des toitures. Toi, c'est les fondations. T'as-tu d'autres choses? Fondation, exactement. Le J'ai commercial. le drone aussi, le commercial. Je te dirais, c'est vraiment là-dedans que je tire mon épingle du jeu, si tu veux. Là, que j'essaie vraiment de me spécialiser de plus en plus parce qu'il y a beaucoup moins d'inspecteurs qui font du commercial au Québec. Fait que c'est vraiment là-dessus que j'essaie vraiment de justement suivre toutes les formations que je peux suivre. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu sais, comme quand on fait du résidentiel de maison, notre routine qui s'installe. Tu sais, moi, pour ma part, je commence à l'extérieur, je vais regarder les fondations. Je prends ma droite, puis je l'allonge, puis je regarde tout. Toi, quand tu vérifies une bâtisse commerciale, c'est quoi un peu ta routine? Même chose. Commence par l'extérieur, on fait vraiment le tour. C'est vraiment la même chose. Quel genre de commercial que tu fais? Je te dirais en ce moment, c'est du commercial quand même léger, mais techniquement, avec les formations que j'ai ici. Des bâtisses un peu comme ici? Oui, exactement, c'est ça. Vraiment des 3, 4, 5 étages, une cinquantaine de logements, des choses comme ça. Là, juste pour te donner une idée, tout le mois passé, je faisais des entretiens préventifs pour les villes. Donc, la ville m'engage, m'envoie regarder leurs bâtiments commerciaux. Puis là, vraiment, ils veulent une liste des travaux qu'ils ont à faire. Puis c'est vraiment là, comme ça que je travaille en tant que tel. Là. Quand tu fais l'inspection commerciale, tu vas-tu aussi à l'intérieur du bâtiment? Absolument. On fait vraiment le tour extérieur, intérieur. Je vous dirais le plus gros plus de faire du commercial en tant que tel, c'est qu'il n'y a personne qui a un attachement émotionnel à la bâtisse en tant que tel. Ils veulent vraiment des nombres. Fait que tu n'as personne de fâché contre toi quand il y a un problème. C'est exactement ça. Puis souvent, les vendeurs le savent que c'est des problèmes-là aussi. Okay. Puis encore une fois, ils ne veulent pas rien cacher parce qu'ils ne veulent pas là, justement que ça leur coûte de l'argent plus tard. Donc c'est vraiment... Il n'y a aucun attachement émotionnel. C'est vraiment juste... Ils veulent savoir les nombres, veulent savoir les problèmes. Donc, c'est vraiment comme ça. Là. Puis, en tant qu'inspecteur, c'est-tu la même principe qu'en pré-achat? T'es neutre puis tu sors pas de prix?
En fait, la formation que j'ai suivie, il t'explique comment sortir les prix aussi. Ok. Puis c'est un petit peu, tu sais, vers le... tout ce qui est syndicat de copropriété, aujourd'hui, vont vouloir faire des études de fonds de prévoyance et tout ça. Donc, c'est un petit peu dans la même ligne. Là. Moi, j'avais une question par rapport à ça, d'ailleurs, les fonds de prévoyance. Moi, j'ai quand même une bonne clientèle qui a des Plex. À partir de combien de logements il faut que ça soit un inspecteur qui soit spécialisé pour faire ce genre, tu sais, pour les fonds de prévoyance. Là, justement, là, ils ont tous des obligations de rendre des rapports. Et là, j'ai des clients, ils m'ont dit, Mathieu peut pas me le faire ou il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des réglementations là-dessus? Est-ce que vous pouvez faire tous les types de bâtiments? Comment ça se passe? C'est à partir de 4, dès que c'est plus que 4 logements, techniquement, c'est si vous voulez en fait, on peut inspecter n'importe quel bâtiment. D'accord. Sauf que si c'est un bâtiment neuf, à ce moment-là, il faut que ce soit un architecte, un technologue ou un ingénieur. C'est vraiment juste les bâtiments neufs de plus que 4 portes. D'accord, donc ça, vous ne pourriez pas le faire, vous, les bâtiments de 4 portes neufs? Neuf, exactement. Parce que en tant que tel, une étude de fonds de prévoyance, on peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste, c'est ça, les bâtiments neufs que la GCR ne reconnaissent pas les inspecteurs en bâtiment en tant que tel pour faire ça. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. moi non Parce que je vois pas la différence entre un bâtiment neuf ou un bâtiment qui a 5 ans. Il n'y a pas vraiment de différence, selon moi. Encore Je pense que c'est une fois, pour le moment. D'après moi, ça a tendance à changer. Là. peut-être, oui, c'est ça. On va se croiser les doigts là, par rapport à ça. Avec les Mais nouvelles réglementations. c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que on était comme... Les inspecteurs bâtiments étaient vraiment mal vus. Puis avec le temps, on commence vraiment à montrer là, qu'on est plus compétent. C'est fait une époque, n'importe qui peut... encore aujourd'hui, n'importe qui peut se proclamer inspecteur bâtiment. Mais là, avec toutes les associations, avec les associations, les assurances, les formations qui sont requises, avec les nouvelles lois qui s'en viennent autour de ça, je pense que ça donne une crédibilité pas un plus aux inspecteurs. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous à 100% pour ça. Tu sais, on s'entend que pour les gens qui nous regardent, vous avez les 3 meilleurs inspecteurs au Québec. Là. Cherchez pas ailleurs. Là. T'es chanceux, Yann, qui dit ça, puis d'habitude, il dit « Je suis le seul inspecteur. » C'est excellent. Non, mais c'est vraiment bon, par contre, de savoir, parce que j'ai une cliente qui t'avait contacté d'ailleurs pour un bâtiment de 8 ou 12 logements neufs, et on ne savait pas vers qui se tourner. Mais du coup, ces petits ingénieurs, là, on trouve ça facilement ou Oui, mais en fait, même au réseau IBC, où est-ce qu'on est les 3 en fait, membres de l'association. Je sais qu'il y a Rami. C'est ça, exactement. Il y en a un qui le fait. Okay. Mais sinon, dans le fond, tout ce qui est fonds de prévoyance pour les bâtiments plus âgés. Ça, vous les faites tous. Oui, exactement. Okay. Ouais. Puis, dans le fond, Yann, est-ce que toi, dans le fond, ça fait combien de temps que tu fais ça, l'inspection de bâtiment? Je te dirais que je suis revenu au Québec en 2017. C'est vraiment là-dessus que j'ai commencé à suivre mes formations en tant que tel. Puis c'est ça, je fais vraiment ça à temps plein depuis environ 2 ans. Là. C'est quoi tes formations? Mes formations en tant que telles, c'est sûr, j'ai suivi Urban Studies. Okay. Quand je suis revenu, c'est ça. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai vraiment eu mon diplôme, si vous voulez, d'inspection de bâtiment. Sinon, c'est vraiment la construction en tant que telle. Après ça, j'ai eu les formations, c'est ça, fosse septique, les formations sur... la formation commerciale, bien sûr, que j'ai suivi aussi. Les fosses septiques. Ouais, c'est ça ta question, toi aussi? Non. Okay. Moi, je fais une parenthèse. Est-ce que ça a plus ou moins rapport? Tu dis que ça fait 2 ans que tu fais ça en temps plein? Ouais. Je pense que c'est là la première fois que je t'ai vu. Je pense que c'est quand on faisait notre stage ensemble. C'était-tu comme à Mirabel? Ça se peut, j'ai fait des stages à Mirabel, tout ça. Ouais, ça se peut très Joseph, bien. étais-tu là avec son chapeau et sa canne? Toujours là, Joseph, oui, exactement. C'est pour vrai que... Parce que on le salue d'ailleurs. Maintenant, tu as dit chiffre, j'ai fait... Ça m'a comme rappelé ma première inspection avec le réseau quand on faisait nos évaluations et tout. Il me semble que c'est là peut-être que je t'ai vu. Ouais. Ça se peut, ouais, ça se peut. Puis donc, toi, tu fais des fosses septiques? Oui, en fait, étant donné que je ne suis pas plombier de nature, de formation, je l'ai fait vraiment pour ma connaissance personnelle. Je ne fais pas d'inspection de fosse septique en tant que tu n'as pas de certification de fosse septique. Parce que là, je t'aurais sauté dessus. Moi, j'aurais pris ton nom tout de suite. Donne-moi ça tout de suite. Là. Non, c'est ça. Ben, en fait, j'essaie toujours de m'en aller vers les choses que les gens vont pas. Encore une fois, les fosses septiques, j'ai juste pas eu le temps de me spécialiser encore. En ce moment, je suis pas encore assez à l'aise pour le faire à 100%. Je fais jamais rien que je suis pas à l'aise. Parce qu'en tant qu'inspecteur en bâtiment, on aurait le droit de le faire? Absolument. Okay. En fait... On a le droit de faire la certification. C'est ça, exactement. Okay. Tu peux absolument le faire. faire. Les gars, faites-les parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui cherchent pour les fosses septiques et on sait jamais vers qui se tourner. Toi, t'es dans quelle région d'ailleurs? Laurentide. Laurentide, tu couvres quel secteur? En fait, je fais beaucoup de kilomètres, je vous dirais là, environ 200 km².
Là. OK, quand même, Je fais beaucoup de routes. Autant pour résidentiel que commercial? Beaucoup plus pour le commercial Okay, que le résidentiel. C'est un autre gros point du commercial, c'est que c'est ça, tu vas te déplacer, tu vas faire un rapport, peut-être 2 dans ta semaine, mais généralement, là, comme je vous dis, c'est donc beaucoup moins de traveling, beaucoup moins de déplacement en tant que tel. C'est pour ça aussi là, que j'apprécie le commercial. Oui, c'est un peu avec l'expertise. Moi, je fais de l'expertise de toiture. Ouais. J'en fais beaucoup. Puis cet été, j'étais allé à Québec. Eric est venu avec moi plusieurs fois, là, mais à Québec, je pense que j'y allais à chaque semaine. C'est ça. Ouais, dans la région de Montréal. Là. C'est ça. Si vraiment le prix vaut la peine, je vais me déplacer là, à peu près. J'avais eu des demandes pour aller là, même au Saguenay, là, 4 bâtiments commerciaux à faire. Mais 4 bâtiments, c'est ça. Ça couvre ta semaine en masse. Exactement. Tu es allé? Non, j'ai pas été. Finalement, okay. Il a pas pris ma soumission en tant que telle. Okay. Mais c'est ça. Mais tu t'aurais déplacé, ouais. Ouais, c'est ça. Puis niveau inspecteur bâtiment commercial, il n'y en a pas une tonne. Il n'y en a pas des tonnes, je vous dirais. C'est un marché qui est assez niche. Puis quand tu as fait pour te dire, hey, je vais aller dans le commercial, je vais faire ça. J'essaie toujours d'aller en dehors de la boîte, là, si vous voulez, là, take outside the box. Okay. C'est vraiment ça. Puis j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Il y avait beaucoup de demandes. Puis personne ne savait où vraiment se tourner. Donc c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Je vais vraiment essayer de me spécialiser là-dedans encore plus. Parce qu'encore une fois, c'est tellement... je trouve ça beaucoup plus payant aussi parce que tu n'as pas le déplacement en tant que tel. Tu es tout le temps en train de faire tes rapports dans ton bureau. Là. Donc c'est... la plupart de tes clients viennent par référencement de d'autres clients ou plus ils te trouvent, mettons, sur Google? C'est en fait ce qui est vraiment magique par rapport à ça. Au commercial, je parle. Tu n'as vraiment rien de plus à faire que ce que tu fais pour ton résidentiel en tant que tel. Parce que les gens vont juste aller sur ton site Internet, pareil comme de la même façon que tu le fais en ce moment. Puis c'est vraiment à ce moment-là, ils vont vraiment aller voir, il fait du commercial, c'est intéressant. Et là, ils vont aller voir un petit peu les projets que tu as fait et tout ça. Puis c'est vraiment comme ça que je trouve mes clients. Donc, je fais rien vraiment de plus pour avoir du commercial que du résidentiel. Aussi des courtiers, étant donné qu'il n'y en a pas des tonnes, quand des courtiers voient que tu fais du commercial... Des courtiers qui font du commercial? Oui, exactement, qui font du commercial vont avoir tendance vraiment à revenir... Est-ce qu'ils demandent, vu que c'est le commercial, c'est pas vraiment mon domaine, est-ce que souvent ça passe par le courtier? Souvent, t'arrives-tu? Je te dirais que c'est... Est-ce que c'est parce que la banque demande de faire inspecter par un inspecteur en bâtiment la bâtisse? C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment... 50, je te dirais 50-50. 50% du temps, c'est des courtiers qui vont m'appeler. 50% du temps, c'est des clients. Là, vraiment, c'est beaucoup moins... pas encadré, je pense pas que c'est le bon mot, là, mais que le résidentiel en tant que tel. Parce que le courtier peut t'appeler, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de... C'était ma prochaine question, il n'est pas obligé de référer 3 inspecteurs. Non, c'est ça. Parce que tu es plus dans un côté mindset business et non un mindset achat émotionnel. Il faut protéger les gens qui sont... C'est exactement ça. Étant donné que le côté émotionnel n'est pas là, c'est beaucoup plus, là, je vous dirais, professionnel comme approche. C'est le côté business, hein. C'est ça, c'est un peu... j'écoutais vraiment votre dernier podcast quand vous parliez, là, justement, là, quand vous faites affaire à des maisons qu'il n'y a pas de professionnels en tant que tel, c'est toujours plus difficile, mais ça, il n'y en a pas. C'est tous les gens avec qui vous dealez en tant que tel, c'est des professionnels. Okay. Donc, les transactions, généralement, les gens savent à quoi s'attendre, ils savent où ils s'en vont. Donc, ça se passe généralement bien. Là. J'ai une petite question pour toi. Justement, tu as écouté notre dernier podcast. On pose une question, nous, à chaque invité, on leur demande où est-ce qu'ils se voient dans 1 an, 5 ans, 10 ans, jusqu'à la retraite. Toi, comment tu vois ta carrière? En fait, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, c'est sûr que je vais continuer à le faire en tant que tel. Mais j'essaie tellement d'aller outside the box, un petit peu comme que je disais tantôt, que ça se peut que l'année prochaine, je vende des assurances. Là. Donc, vraiment, je vais... J'ai le numéro de téléphone, si jamais. C'est ça. Donc, c'est vraiment, là, je vais vraiment aller où j'ai l'impression qu'il y a de la demande, où est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu. Puis c'est vraiment comme ça que je vois les 10 prochaines années en tant que tel. Fait vraiment un mindset d'entrepreneur et non un mindset de je pense même plus un mindset d'entrepreneur. Fait, tu vas aller où est-ce que la job aller, où est-ce que tu sais qu'il y a une demande, où est-ce qu'il y a quelque chose à développer. C'est là que tu vas pousser là, peu importe le domaine. Où les gens ont peur d'aller, habituellement, c'est là que j'aime aller là, en tant que tel. C'est pour ça là, que je me suis lancé vite dans le commercial en tant que tel, puis j'ai vraiment essayé de me spécialiser là-dedans. Puis c'est ça, c'est un petit peu je vais essayer de faire beaucoup plus d'études de fonds de prévoyance. Les choses vraiment que les gens veulent pas faire parce qu'ils trouvent ça trop compliqué ou trop de paperasse et tout ça, c'est vraiment là-dedans que j'aime aller là, en tant que tel. C'est quoi la formation que tu as suivie pour le commercial? Ça s'appelle CDW Engineering. C'est quoi la formation en gros? La formation, en fait, c'est vraiment...
C'est quoi, ça dure combien de temps, puis c'est quoi le contenu? La formation en tant que telle est 3 jours. C'est 3 jours quand même assez intensifs, par contre. Je te dirais que c'est 40 heures en 3 jours, là, fait que c'est vraiment, là, des... Ouais, c'est assez... 40 heures en 3 jours quand même. Ouais, c'est très lourd. En personne ou c'est en distance? Moi, je l'ai fait en distance. Okay, ça se fait aussi en personne. C'est ça, la personne qui donne le cours, c'est à Toronto, mais c'est beaucoup spécialisé États-Unis et c'est ça, vraiment le Canada en tant que tel. Il n'y a pas vraiment de normes particulières pour le Québec qui est différent parce qu'habituellement le Québec est toujours différent dans absolument tout. Mais là-dedans en tant que tel, c'est ça, c'est vraiment les normes, c'est pas la même norme, c'est le ASTM 2018 techniquement qu'on utilise, qui fait que c'est vraiment pas la même norme que celle qu'on utilise en résidentiel. Quand tu parles de normes, tu parles-tu de normes du bâtiment ou de normes de pratique? La norme pratique. OK, fait que c'est pas la norme de pratique. Pas du tout la même pratique en tant que telle. Okay. Tu as d'autres choses. Tu dois, en tant qu'inspecteur bâtiment commercial, tu dois demander à tes clients s'ils ont besoin d'une évaluation environnementale. Tu dois le proposer à tes clients s'ils ont besoin d'une évaluation aussi des systèmes d'incendie. C'est des choses que tu n'as pas le choix de demander en commercial pour tes clients en tant que tel. Encore une fois, 97% du temps, ils ne prennent pas, mais tu n'as pas le choix de le proposer parce que ça fait partie des normes de pratique. Fait que s'ils disent oui, il faut que tu leur fasses une soumition avec ça inclus. Exactement. Puis toi, tu engages un expert à côté. C'est un petit peu, là, encore une fois, j'ai écouté votre podcast la semaine passée, puis c'est un petit peu la même approche, l'approche d'équipe. Parce que c'est vraiment... Des fois, là, on va faire des bâtiments là, de 50 étages, des aéroports, des choses comme ça. Wow, okay. Donc, je ne suis pas un professionnel dans tout. Je suis même loin de l'être. Donc, ça te prend vraiment des équipes. Il faut que tu aies un contact. Exemple, un ingénieur en structure, un ingénieur en plomberie, en électricité. Donc, vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment l'équipe qui rentre, puis on va vraiment aller travailler ensemble. Puis toi, dans le fond, t'es un peu comme un entrepreneur général, mais dans l'inspection en bâtiment commercial. C'est exactement ça. Okay. Fait que tu vas plus gérer le tout, tu vas faire les points que toi tu connais, par exemple les fondations, les toitures. Exactement. C'est vraiment ça. Dans le fond, tu es vraiment là, comme l'entrepreneur général, c'est exactement ça. Okay. Donc, tu envoies, tes équipes vont faire leur propre rapport, tu joins ton rapport avec ça, puis c'est ça. Est-ce que toi, dans le fond, quand eux autres font leur rapport, ils te l'envoient à toi, puis là, toi, tu mets dans ton rapport? Parce que c'est toi le... OK. Puis après ça, est-ce que, mettons, si eux autres ont des recommandations ou faut que tu fasses un budget selon ces recommandations-là? Absolument. C'est ça. Puis, mais généralement, ils vont le faire aussi pour toi. Là. Ils vont dire quoi? C'est exactement ça. Parce que c'est ça. Techniquement, ça ne fait pas partie de notre pratique. C'est super important de le savoir parce que c'est à tes risques et périls si tu le fais en tant que tel. Moi, dans ma formation, il recommande fortement de faire justement des estimés, des cost estimates qu'ils appellent en tant que tel, parce que justement, beaucoup de commercial, c'est vraiment, ils veulent savoir comment ça va leur coûter. Donc, puis ton cost estimate, est-ce que tu fais un devis ou tu fais juste dire un ballpark, admettons? Un ballpark. OK, selon le nombre de pieds carrés, le marché est à peu près à temps. Exactement, ça peut varier pour X raisons, la complexité du projet, peu importe, mais c'est une idée approximative de... Ouais. Et comment tu restes à jour dans tes prix? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller chercher combien ça coûte ce genre de travaux? Oui, il y a plusieurs. Il y a des applications qui le font. Il y a un livre, justement, un livre comme que Mathieu montrait. C'est ça, il y a des livres vraiment à suivre en tant que tel, mais c'est très difficile, encore une fois, surtout avec le marché en ce moment. Le bois monte, le bois descend. Donc, il faut vraiment toujours rester à jour. C'est ça, c'est vraiment faire nos recherches par rapport à ça. Là. Au niveau du prix, es-tu imputable, mettons, si tu te trompes? Ou c'est-tu comme quelque chose que tu fais comme pour aider? C'est-tu... Non, ça c'est 100%... T'es imputable à 100%. Ça coûte à peu près 50 000, finalement, ça coûte 2,5 millions. Il y a un sacré problème. Absolument. Okay. Mais c'est ça. Ça, c'est, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas dans les normes de pratique. Donc, techniquement, c'est you're on your own. C'est vraiment toi là, qui est tes risques et périls. Une chose aussi à savoir, c'est que si tu fais des gros bâtiments commerciaux, tu peux monter des assurances aussi pour ce projet-là en tant que tel. C'était la prochaine question, vu que tu parlais de ça, justement, you're on your own. Est-ce que tu as une assurance pour le commercial? C'est la même assurance, c'est juste que mon montant est plus haut. OK, donc tu n'es pas 1 million. Que nous, mais ouais, exactement, c'est ça. Donc tu n'es pas à 1 million ou à 2 millions? Oui, ça, je monte toujours, mais ça dépend toujours des projets, encore une fois. Si mes projets, exemple, sont moins qu'1 million ou moins que 2-3 millions, j'ai pas besoin de monter mon assurance. Là. OK, fait que tu prends une assurance pour le projet. Pour le projet en tant que tel. OK, pas une assurance globale comme mettons qu'on paye déjà. Non, c'est ça. J'ai une question justement par rapport à ça. Moi, ça sort de mon domaine, là, mais c'est plus de l'assurance de dommages, corpo. Là. Ouais. Est-ce que tu as un courtier qui t'accompagne là-dedans, toi? Parce que j'imagine que tu dois appeler tout le temps le même courtier. Hey, j'ai un projet, j'ai un building, j'ai ci, j'ai ça. Puis tu dois venir modifier justement ton assurance, ta protection? Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Mon assurance justement est habituée. Je les appelle directement. Puis à ce moment-là, ils vont faire la même compagnie d'assurance avec qui on fait affaire. Exactement. Okay, c'est avec Diane. Oui, avec Diane, exactement. Excellent.
OK. Hey, ouais, j'en apprends à tabarouette. Ouais, C'est une commerciale, moi c'est aussi, vraiment ça- carré. Puis tout à l'heure, tu as parlé des matériaux. Est-ce que les prix des matériaux sont en train de baisser vraiment? Est-ce que tu sens que le marché... Pas vraiment, je Non. vous dirais. Là, c'est parce que c'est tellement dur aussi. C'est la chose que je trouve la plus difficile dans ce travail-là en tant que tel, c'est parce que justement, ça joue tellement. Donc, c'est pour ça que le ballpark, un petit peu comme on me disait tantôt, il est vraiment, vraiment Mais large. t'es pas en train d'avoir l'impression que là, on vient de taper une grosse balloune à cause de tout le climat Mais géopolitique et là, ça rebaisse un peu ou pas? Ça rebaisse un petit peu en ce moment. Le bois a beaucoup baissé. En fait, pendant un moment, là, on parlait là, de 3 à 4 fois le prix qui était en 2020. Puis là, on parle d'à peu près le double. Ok. Puis j'imagine ton prix, tu te regardes pas sur le site de Rona là, pour avoir le prix du 2 par 4. Non, absolument pas. C'est ça. Tu as plusieurs façons de le faire en tant que tel. Encore une fois, tu as le livre, puis vraiment, tu as vraiment des ballparks. Il y a des applications aussi qui peuvent aider par rapport à ça. Puis ton livre, dans le fond, que, le gros livre que je te faisais signe, parce que je l'ai déjà vu, ce livre-là, c'est immense. Mais il me semble aussi que tu as un facteur de modification par ville, Absolument. par métropole, donc Montréal, Québec, Vancouver, whatever. Exactement. Ça va faire comme fois 0.8, fois 1.2, fois whatever. Puis là, C'est exactement ça. Puis c'est vraiment bien fait en tant que tel. Encore une fois, c'est ça. C'est tout simplement que tu suis un petit peu le livre, puis tu vas voir là, vraiment là, quoi faire, puis c'est ça, combien que ça coûterait en tant que tel. Puis c'est ça, tu as tous, justement, comme tu dis, les facteurs qui changent par rapport à la ville. C'est sûr que ça va te coûter plus cher si t'es à Vancouver ou si t'es à Toronto que, mettons, à Montréal. Là. Ouais. J'ai une question. J'ai beaucoup de start-up. En fait, je fais du corpo en tant que conseiller en sécurité financière. Je viens proposer des stratégies pour des start-up. Puis, comment tu suggérerais, en fait, mettons, quelqu'un qui veut s'ouvrir un café dans un immeuble commercial, est-ce que automatiquement le prêteur, l'institution financière va te demander une inspection à chaque fois ou c'est à la personne de, un peu comme une maison, de dire, écoute, je dois faire inspecter l'immeuble avant d'acheter ou... Je te dirais que je suis pas sûr à 100% par rapport à ça, si c'est la banque qui le demande. Je te dirais que souvent, c'est la banque qui le demande. Ça, je sais parce que j'ai souvent des demandes de banque en tant que telle pour le faire. Mais sinon, c'est vraiment... Je pense que c'est la discrétion du client. Surtout si c'est son argent, s'il n'y a pas besoin de faire de prêt ou quelque chose comme ça. Mais je vous dirais que c'est rare qu'ils le font pas parce que le risque est trop grand pour qu'est-ce qu'il y a à gagner. Puis qu'est-ce que tu proposerais à justement quelqu'un qui se lance en affaires et veut s'ouvrir un café? À quoi on peut s'attendre également de frais pour venir faire une inspection sur un immeuble commercial? Écoute, ça dépend vraiment. Moi, personnellement, je charge beaucoup au pied carré et aussi, j'offre pas de base les évaluations. C'est vraiment, si le client me le demande, je vais dire que je le fais, puis à ce moment-là, je vais l'offrir. Mais de base, j'offre vraiment juste l'inspection, un petit peu comme l'inspection résidentielle. Tu vas nommer les problèmes en tant que tel, mais tu nommeras jamais combien que ça va coûter ou des choses comme ça. Donc ça, mais c'est en général environ 10 cents du pied carré. C'est juste un ballpark, si vous voulez. Sauf que c'est sûr que si on a un bâtiment et c'est juste un petit café de 500 pieds carrés, je vais charger plus que 500 pièces pour le faire en tant que tel. Mais c'est ça. En général, c'est 10 cents du pied carré. Là. OK. Puis si, mettons, je charge plus, là, si je fais les évaluations aussi, on parle de 12, 13, 14 cents du pied carré. Là. Puis par rapport à justement ce type de bâtiment, parce qu'on en a plein des plex où en haut c'est du résidentiel, en bas c'est du commercial, ça tombe dans la cour de qui? Par exemple, est-ce que toi, Mathieu, tu le ferais ou est-ce que toi, tu le ferais? Parce que c'est quand même une maison. Un peu, hein. En fait, c'est une zone grise, mais c'est surtout dépendamment de qu'est-ce qu'ils veulent inspecter en tant que tel. Si, exemple, juste pour vous donner un exemple, là, si ça serait indivise, qui ont une partie du bâtiment, à ce moment-là, on ferait le bâtiment complet. Tandis que si c'est juste vraiment leurs locaux en tant que tel, c'est juste le local qu'on va inspecter. Puis s'ils veulent, on peut faire le bâtiment au complet, mais c'est sûr que c'est pas le même prix. Là. Juste pour ceux qui nous écoutent, Céline, est-ce que tu peux prendre une seconde puis expliquer c'est quoi indivise ou divise? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, quand on achète un bâtiment qui est indivise, c'est que la bâtisse, c'est un seul numéro cadastral, alors que le divise, par exemple, sur une tour d'immeuble, tu vas acheter juste ton condo, puis tu vas payer des frais pour les parties communes. Mais c'est vraiment deux législations qui sont très différentes. Mais quelqu'un, toi, qui achèterait un indivise, est-ce qu'il va quand même faire inspecter toute la bâtisse? Pas forcément. Hein. Généralement, il devrait. Parce qu'il est quand même propriétaire. De la bâtisse au complet. C'est ça. exactement ça. Donc, c'est ma première question. Dès que quelqu'un m'appelle pour inspecter un condo, quelque chose comme ça, indivise, parce que ça change la donne beaucoup, parce que sinon, on va faire le bâtiment au complet. Y en a-tu beaucoup de divises au Québec? Absolument pas. Encore une fois, je connais pas les nombres exacts, mais je te dirais que c'est un 90-10. Là. C'est vraiment, la plupart du temps, c'est beaucoup l'indivise, plus. Il y en a de moins en moins. Excuse-moi. Indivise, oui, il y en a pratiquement plus, puis c'est complet. En fait, c'est complexe aussi, l'indivise. Déjà, c'est difficile à revendre. Le financement, c'est compliqué? Oui, c'est compliqué. Il n'y a que 2 banques qui le font okay. Ici au Québec. Okay. Il y a Desjardins et la Banque nationale. Et tu es obligé d'aller chez le prêteur qui détient l'immeuble.
Parce que tu sais, c'est un cadastre. Oui, t'as pas le choix. Donc, c'est vraiment. Puis c'est compliqué, on peut pas le sous-louer. C'est 20% de mise de fonds. La SCHL se mêle pas de ça. J'imagine que la valeur aussi du bâtiment doit pas augmenter tant que ça, vu que c'est complexe, ou c'est-tu. Non, pas forcément, mais c'est surtout que ça restreint beaucoup le type de... Tu sais, tu peux pas le mettre en sous-location, tu peux pas le louer, c'est le propriétaire qui doit y vivre, et puis tu es propriétaire du même cadastre. Donc par contre, ce qui est avantageux, c'est pour tes taxes. Les taxes, au lieu d'avoir chacun son compte de taxes, c'est un compte qui est divisé à 5, 6 ou 7 propriétaires. Qu'est-ce qui arrive sur un propriétaire qui paye pas? Et ben les autres sont solidairement sont responsables. Mais alors là aussi, je mets un petit bémol. Tu peux avoir une hypothèque où tu es seulement responsable de ta partie et ne pas être responsable de la partie du voisin, mais c'est pas tout le temps. Mais ça, toi, la toiture a dû être faite, puis vous êtes 8. T'as pas le choix. Puis il y en a 6 qui veulent... OK, ça, t'as pas le choix. Là, ils vont voter, puis après, je pense que ça dépend de... Ça, c'est le règlement intérieur et vos petites affaires entre vous, mais... Puis, si je peux me permettre, de ce que j'ai compris aussi, Indivé, c'est beaucoup, exemple, des gens de la même famille qui vont acheter. Donc, ils achètent le bâtiment complet et ont la moitié. Donc, ils ont, à ce moment-là, c'est vraiment... C'est comme ça que je l'ai plus vu, moi, personnellement, dans ma carrière. Là. Ah, c'est pas fou, ça. Moi, j'ai une question pour Guillaume et Céline. Ouais. En bâtiment, c'est quoi vos connaissances? Où est-ce que vous vous situez? C'est comme là, on est dans un podcast, on parle beaucoup d'inspection, en conseiller en sécurité financière. Puis... Alors, moi, je vais te dire honnêtement... Moi, j'ai déjà rénové 2 maisons, un bloc appartement à Montréal, et là, on est en train de construire une autre maison. Donc, j'ai quelques petites connaissances, mais aussi bien sur le territoire européen qu'ici. Mais après... Tu vois-tu beaucoup de différences? La construction est complètement différente déjà d'un endroit à un autre. La réglementation aussi, en France, c'est compliqué, très compliqué. Il faut des permis pour tout, il faut des permis pour faire... Dès que tu mets ta fosse septique, il faut pratiquement 3 inspecteurs qui viennent pendant tout le process. Puis la fosse septique, elle a changé 10 fois de... je sais pas, nous, le temps qu'on construise et le temps qu'on finisse, la fosse septique avait changé 4 fois de normes. Donc on leur a dit, il faut rechanger. Maintenant, il faut 25 bouches sur le terrain au lieu d'en avoir que 2. Donc c'est ça, c'est plus facile au Québec. Ça existe une inspection pré-achat en France ou en Europe? Ou on est juste dans... Non. C'est plus en Amérique, hein, ça Canada, États-Unis. Non, on ne fait pas inspecter. C'est ce que j'allais dire. T'appelles ton papa, t'appelles ton chum, ton frère. Ils regardent à peu près. Mais déjà, nos bâtisses ne sont pas faites en bois. Tu sais, c'est pas du tout... Nous, c'est des bâtisses déjà qui sont des fois très, très vieilles ou des fois très, très neuves. Mais nous, c'est fait en moellon, donc c'est pas la même... On peut avoir de la fissure quand même, mais on n'est pas sur les pieux. Si on aimerait ouvrir une franchise en Europe, ça serait payant, c'est ça que tu me disais? Je sais pas, ça serait payant. Nous, on fait pas d'inspection. Mais tu vois, on parlait de Boreal. Peut-être. Yann parlait de Boreal tantôt. T'en as une, c'est l'océan. c'est le moment. Défonce l'Atlantique, puis il ouvre ça à l'autre côté de l'eau. Là. Mais aussi, encore une fois, j'ai eu quelques clients, justement, qui venaient de France ou d'Europe, puis des bâtiments des ancestrales, justement, puis ils ont vraiment pas peur de tout ce qui est moellon et tout ça. Là. C'est vrai. Ils sont tellement habitués d'en voir, justement, en Europe que ça leur fait vraiment pas peur. Oui, mais c'est vrai, je le dis souvent, j'en ai une maison ancestrale. 1895 chez moi. Et puis, justement, j'ai souvent des clients qui sont européens. Puis, ça ne stresse pas. Pierre et Moellon qui coulent, on ne stresse pas, ils ne paniquent pas. Ça se corrige. Moi, j'ai beaucoup moins de connaissances que Céline, déjà à la base, parce qu'elle est propriétaire de plusieurs choses, justement, en Europe, au Québec. Mais justement, on parle de... Je connais des gens en Europe qui arrivent ici, puis les moellons, ça ne stresse pas. Moi, ça me stresse. Fait que ça démontre à quel point j'en ai pas de connaissances à ce niveau-là. Au niveau de l'inspection, Mathieu, des fois, me montrait des photos, puis je paniquais. Là, ça me créait de l'anxiété intense. Parce que tu comprends pas ou parce que tu vois le risque qui... Ah non, mais moi, c'est l'inconnu qui crée l'anxiété, puis je pense que la plupart des gens... C'est quelque chose qui t'intéresse, là, un peu, le bâtiment et tout ça. T'es en train de chercher un stagiaire ou... Justement, pour cet été, je tombe beaucoup dans les toitures. J'ai besoin de cœur mon préachat. Ouais, mais non. Et pour vrai, oui, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse. Pas pour aller faire des cours, pas pour faire ce que vous faites, mais oui, ça m'intéresse de comprendre, justement, de regarder de la pierre puis de me dire c'est pas si stressant que ça, finalement. Moi, je vois le pire. Es-tu quelqu'un de nature anxieuse? Non. Non, oui, on parle de oui toi, et non. Hein? On parle de toi. Ça... Oui et non. Non, mais écoute. Parle-nous de tes sentiments. T'es quelqu'un de nature anxieuse. Dernier podcast aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'anxieux sur les choses que je ne maîtrise pas et qui sont floues pour moi. Donc, pour venir tasser l'anxiété, je dois vraiment me mettre le nez dedans. Avoir de la connaissance. Avoir de la connaissance. Fait que c'est sûr que si j'achetais une maison qui est en pierre et moellon, oui, ça me stresserait à la base. Ça me créerait de l'anxiété. Jusqu'à temps que j'arrive devant le mur,
puis que je fasse comme, OK, qu'est-ce que ça l'implique? Là, je demanderais des questions à l'inspecteur, j'irais faire des recherches, j'irais étudier le sujet, et là, l'anxiété disparaîtrait. Fait que oui, à la base, je suis quelqu'un d'anxieux. Je suis quelqu'un qui, quand il y a quelque chose qui est flou, si on veut ramener ça un peu à mon métier, les placements, quand je vois du -20, ça m'inquiète pas. Je vois le pourquoi du pourquoi. C'est ça, puis il y a du monde dans la construction qui vont aller voir des placements avec toi, puis ils vont paniquer en voyant -20. Oui, puis eux, quand ils vont avoir une poutre croche, moi je vois un 2x4 qui est croche, je panique. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ce 2x4-là? Eux autres, ils sont comme, non, tu tords ça de même, tu cloues ça, puis après ça, c'est bon. Ça sert à ça. Mais c'est le fait que j'ai pas la connaissance, en fait, que ça vient m'inquiéter. Puis je pense que c'est souvent ça. Puis quand on parlait de mythes, le dernier podcast, on parlait de mythes, c'est souvent ça. Les mythes, c'est flou. Cette partie-là, c'est flou. Fait qu'on se fie sur des gens qui ont des connaissances X. Fait que de se fier à un inspecteur qui pour venir nous éclairer, en fait, ça l'enlève beaucoup d'anxiété. Fait que d'utiliser les services de n'importe qui, quelqu'un qui est compétent dans son domaine, ça l'enlève l'anxiété. Puis toi, dans le fond, Guillaume, t'es propriétaire? Moi, je suis propriétaire de ma maison. Oui, j'ai fait inspecter. Ça s'était passé comment? Écoute, la première maison qu'on a inspectée, on s'est fait proposer un inspecteur. Tu t'es fait proposer, OK. Proposer un inspecteur. On va pas nommer personne. Elle va se reconnaître si elle écoute le podcast. Mais la première maison qu'on a achetée, il y a environ 9 ans, on s'est fait proposer une personne. Je crois que même là, l'OACIQ, c'était 3, même à l'époque. Là. Okay, fait que tu t'es fait proposer par une courtière. Une courtière immobilière qui vendait la maison. Okay. Et nous, on a pris pour acquis que c'était le bon move. Étant relativement jeune, 23 ans environ, quand j'ai acheté la maison, on pensait que c'était le bon move à faire. Puis finalement, on aurait dû peut-être faire nos recherches puis pousser de notre côté pour avoir quelqu'un. Déjà, d'avoir un courtier immobilier qui était acheteur, ça nous aurait aidé dans la transaction. Mais ça, en même temps, tu peux pas non plus dormir. Tu peux pas poser des questions sur un sujet. Tu peux pas poser des questions que tu ne sais pas, que tu connais pas. Je sais pas si je suis clair, là. Ouais. Mais tu peux pas... Mais c'est tellement pertinent, justement, que vous fassiez ce podcast-là, justement parce que ça l'aide les gens à faire ça. Parce que moi aussi, quand j'ai acheté ma première maison, c'était exactement ça. Là. Aucune idée si ça serait à refaire. L'inspecteur que j'ai eu, il y a plein de défauts là, que après j'ai vu. Parce que j'aurais pu le poursuivre d'à peu près 10 manières différentes. Encore une fois, je connais quand même bien la construction, donc ça me faisait pas peur, j'ai réparé les choses en tant que tel, mais encore une fois, quand tu connais pas, tu fais juste prendre la personne que tu fais proposer, puis tu vas avec ça. Ouais. Ouais. Ben, la raison principale, le podcast, c'est une chose, mais tu sais, à la base, on avait les conférences, puis le but, c'était de démystifier justement une transaction immobilière de A à Z. Fait que moi, dans la partie conseil en sécurité financière, j'avais pas de conseiller quand on a acheté notre première maison. Fait qu'on n'avait pas rappé, on n'a pas eu de stratégie, on n'a pas eu d'investissement, on a perdu beaucoup d'argent. On a mis ça de côté dans un compte épargne qui était à du 0.1 à l'époque chez Desjardins. Donc, on a mis ça de côté pendant 2 ans et demi, moi et ma conjointe, puis on a déposé cette mise de fonds-là comme d'un coup. On n'a pas posé de questions par rapport à la SCHL. Il n'y a pas eu de... Justement, ça nous créait de l'anxiété parce qu'on n'avait pas de connaissances à ce sujet-là, puis on n'a pas eu personne qui nous a tenus par la main. Puis les seules personnes qui avaient dans notre entourage, qui auraient pu nous donner des conseils, puis qui nous ont quand même donné des conseils, c'était de la famille proche. Puis quand on revient à ce qu'on disait dans le dernier podcast, la dernière fois, quand on a des gens proches de nous, c'est souvent pas ce que nous on veut, puis ce qu'on a de besoin, mais c'est que eux ont comme anxiété, puis c'est ce qu'ils ont vécu il y a 20 ans, surtout. Par rapport à leur propre lunette de la vie aussi. Mais ça, puis je veux dire, la famille ou les parents, les amis, ils ont la meilleure intention du monde. Là. Ils veulent t'aider. Là. C'est pas qu'ils veulent te nuire, mais ils savent pas. Ils savent pas, puis c'est ça. Fait que oui, j'ai acheté une maison, oui, il y a eu des erreurs. Fait que les conférences, le podcast, c'était vraiment pour prendre les gens par la main, les gens qui nous écoutent puis qui vont nous suivre d'un podcast à l'autre. Il va y avoir plein de brides d'informations qui sont données parce qu'on veut que les gens soient mieux outillés, moins anxieux, puis qu'ils soient bien équipés justement à arriver comme, OK, on veut acheter cette maison-là, cet immeuble-là au niveau corpo, bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour optimiser chaque partie? Pour pas avoir de mauvaises surprises, pour avoir plus d'argent dans nos poches, pour avoir les fonds de prévoyance, pour être capable d'être bien entouré au niveau des professionnels. C'est ça qu'on vient faire, c'est ça qu'on fait avec le podcast. C'est tellement pertinent. Ben, merci. Merci, Yann. On pense qu'on fait une différence. En tout cas, moi, je le vois, là, tu sais, dans une transaction où il y a personne, c'est mal guidé. Là, moi, j'aimerais ça poser une question à Yann que j'ai déjà posée à Mathieu. Sens-tu dans ton métier que tu fais une différence pour les gens? Absolument. Puis, encore une fois, je me valorise beaucoup dans le service à clientèle
Puis encore une fois, si... C'est gratifiant. Oui, exactement. Si tu suis vraiment les normes de pratique en tant que tel, il faut quand même que tu sois plus effacé. J'en fais beaucoup plus que qu'est-ce que je posais de faire en tant que tel. Si dans le commercial, dès que, exemple, tu vas juste inspecter un pourcentage des locaux, tu vas pas faire chaque locaux et tout ça. J'ai encore de la misère, je vais vraiment tout faire. Là. J'ai de la misère à dire, OK, ça, je le ferai pas, ça, je le ferai pas ici. Je fais vraiment tout. Parce que c'est tellement relatif, tu sais. Parce que, mettons, je vais prendre le résidentiel. Le fait d'ouvrir une fenêtre, 2 fenêtres, c'est pas représentatif de toute la maison. Parce que des fois, tu vas en ouvrir une, puis là, justement, tu vas avoir de la moisissure. Puis si tu l'aurais pas ouvert, tu n'aurais pas pu savoir. Ben, tu sais, quand ça dit un nombre représentatif, dans ma tête, à moi, le nombre représentatif, c'est le nombre que de fenêtres. S'il y a 10 fenêtres, c'est 10 fenêtres qui représentent 10 fenêtres, pas 9. Puis c'est une majorité, c'est pas une minorité. Ça m'est déjà arrivé, justement, dans une pièce, c'était un petit peu encombré, mais les fenêtres étaient vieilles, je voulais toutes les checker pour être sûr. Puis là, je tasse le stock, je m'en vais à la fenêtre. En levant la fenêtre m'a resté dans les mains. Ouais, je m'en souviens de ça, tu en avais parlé. Elle me restait là, je la regardais, je dis, bon, ben, on va la reclipper en place tout croche, mais écoute, mais là, il savait, là, tu sais, puis le bas du mur était tout pourri. Fait que j'aurais pas été vers la fenêtre. On aurait passé à côté quelque chose. C'est vraiment, vraiment facile de manquer quelque chose. C'est pour ça que les professionnels, il faut vraiment qu'ils soient attentifs puis qu'ils sachent vraiment où ils s'en vont parce que c'est tellement facile de manquer des choses. Là. En résidentiel, là, je vais avoir une question en arrière de ça. En résidentiel, on a un petit peu, des fois, une pression par les parties qui sont dans la transaction, donc sur les courtiers immobiliers, les propriétaires de la maison, whatever, sur le délai d'inspection. Ça t'est probablement déjà arrivé, ça nous arrive tous. Ouais. Tu sais que ça fait 2 heures, là, t'es là, t'achèves-tu? Quand je vais achever, mais j'ai fini, puis c'est fini, ça finit là. Mais au niveau commercial... Des fois, la courtière a déjà essuyé, puis elle est prête à partir. Ouais, ça arrive des fois que... Ouais, en tout cas, des fois, ils sont pressés un peu, tout le monde, mais moi, je prends le temps que ça prenne dans une maison, je m'en fous. Je suis pareil comme toi par rapport à ça. Je me dis, ça coûte 400 000 à mon client, ça me prend 15 minutes de plus. À prendre 15 minutes de plus, aussi, c'est qu'ils payent pour un service, là, ils veulent pas un service à moitié. Ouais, exactement. Toi, tu m'as déjà compté que la courtière... t'es rentré puis il fallait déjà que tu sortes quasiment. Ouais, t'avais le temps de faire le sol puis il voulait déjà que tu sorties à l'extérieur, fait que t'avais pas le temps de finir. Ouais, ça, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je fais l'inspection en fait, mais quand je rentre dans la maison, le courtier qui va à la maison, je n'aimerais pas le nom, il va probablement se reconnaître, s'il écoute. Dans le fond, le courtier, il me dit là, on s'en va visiter un condo, nous autres, pour Mathieu et moi, on s'en va visiter un condo, puis faut que l'inspection, t'as 1h30 pour faire l'inspection. Je dis, ben, j'ai un bungalow complet à faire, là. Ça me prend 2h30, en 3 heures dans ce coin-là, tu sais. Il dit, écoute, t'as 1h30 parce qu'après ça, on s'en va. C'est excellent. Je vais renchérir là-dessus. Moi, c'était encore pire. C'était une maison neuve. Puis le gars passait chez le notaire 1 heure. J'avais 1h15 pour faire l'inspection, puis après ça, il s'en allait chez le notaire. J'en ai fait justement il y a pas longtemps, puis ça, je capotais, je bouillais en dedans de moi, j'ai resté calme. Mes clients sont partis au notaire. Puis moi, je finissais l'inspection tout seul dans la maison neuve. Alors, ils ont acheté. Les appeler puis leur dire. Ils sont revenus sur place, puis là, j'ai fait un résumé des problèmes. Puis ils avaient déjà signé. Ouais. Mais pourquoi ils t'ont appelé? Au pire, ils t'appellent la journée d'après. Rendu là, la pré-réception, ça ne peut à rien parce que justement. Écoute, il y a des problèmes. Il y a le pare-vapeur sur la dalle de béton. Là. Je voyais en dessous des murs parce que le gyps se touchait pas au plancher. Puis il remontait pas, il remontait près de ça. Puis il était pas scellé avec celui du mur. Fait que la fois, les pare-vapeurs du plancher, il faut que ça scelle avec l'autre du mur pour empêcher l'air de. Moi, vous me faites peur, là. Je vais vous appeler dans pas longtemps, les 3. La seule façon que je voyais ça, c'était d'ouvrir le mur. T'as pas le choix, faut t'ouvrir le mur, faut que tu casses la dalle de béton, que t'aies rentré un autre pare-vapeur en dessous, tu viens de sceller. C'est un sacré job, là. Ouais, c'est ça commence à être. C'est de la job, là. Ouais. Ils viennent de signer chez le notaire. Non, Mais la fois, ce que je voulais amener, avant que j'oublie, là, on a dérapé. Mais ma question, c'était au niveau du temps, dans le commercial. Est-ce que tu l'as, cette pression-là, ou elle n'est pas là? Absolument pas. Okay. De un, quand tu fais ton inspection, 95% du temps, tu es tout seul. Ah oui, OK. Vraiment, tu t'en vas là. Parce que c'est long. C'est long du commercial. Là. C'est exactement ça. Là. Je vous dirais que c'est minimum 5 heures d'inspection. Ah ouais. Dépendamment du bâtiment. Là, mais puis le financement est tellement long à obtenir que de toute façon, c'est 90 jours. Minimum. Il n'y a pas de rush. Ouais. T'as-tu un délai pour ton rapport pareil 3 jours comme en moi, personnellement, tu as jusqu'à 2 semaines. Généralement, je fais 5 à 7 jours ouvrables. Okay. Donc, une semaine et 2 jours. OK, fait que tu tapes pas un rapport un samedi soir pour rentrer dans les délais. Absolument pas. C'est ça. Puis si tu prends une journée de plus, le client, là, généralement, ça le dérange pas du tout. Okay. C'est vraiment, encore une fois, ils ont 90 jours de délai. Là, donc, ouais, c'est ça. On est habitué des délais serrés, là, mais c'est pas comme ça là, dans le commercial. Est-ce que, mettons, tu as des problèmes majeurs qu'il faut qu'elle aille pousser plus loin dans quelque chose, par exemple une contamination de sol, tout ça, tu vas essayer d'aller plus vite ou c'est pas nécessaire non plus parce que les délais sont largement... Non, c'est ça, c'est vraiment okay. C'est ça, les délais sont là, puis c'est vraiment toute une question de nombre au bout du compte, donc ils savent s'il y a une contamination de sol en tant que telle ou des risques de contamination de sol, ils vont juste faire les délais, ils vont faire toutes les démarches pour avoir vraiment
Encore une fois, c'est tous des professionnels, donc ils savent qu'est-ce qu'ils font habituellement. Là. Donc, c'est ça, il n'y a pas de pression habituellement là, pour ça. Là. J'ai une petite question pour vous trois, en fait. Éric t'a posé la question tantôt si moi et Céline, on avait des compétences, on avait des connaissances au sujet justement de l'inspection de l'immeuble en tant que tel. La question que j'aimerais vous poser, puis si on commence par Yann pour la réponse, est-ce que si on prend l'achat de votre première maison ou de ce que vous avez comme compétences au niveau des finances, au niveau des produits financiers, de ce que Céline est capable d'offrir, comment vous avez réalisé votre premier achat de votre côté? En fait, j'ai été chanceux parce que, justement, j'ai pris des conseils des gens. Donc, j'ai été voir un courtier hypothécaire. J'ai tout fait mes bonnes démarches par rapport à ça. Mais, encore une fois, j'ai fait des moves un petit peu trop vite. Exemple, j'ai rappé. J'ai pas rappé de la bonne façon. J'ai rappé, mais j'ai pas rappé de la bonne façon. Donc, encore une fois, il y a des choses que j'ai mal fait par rapport à ça. Mais on est tellement dans le néant par rapport à ça que ça prend tellement de conseils. Là, je suis chanceux. Je suis quand même bien entouré. Fait que je pose des questions. Puis, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux que j'étais quand j'ai acheté ma maison en tant que telle, mais encore une fois, j'ai fait beaucoup d'erreurs là, comme vous, là, quand vous avez acheté. Ouais, exactement. Toi, Éric? Moi, ça paraît pas, mais je suis plus jeune que pas mal tout le monde ici. Puis je suis pas propriétaire encore parce que j'ai voulu investir dans mon entreprise avant de m'acheter quelque chose. Mais pour ma part, au niveau financier, je suis quelqu'un qui est de nature assez curieux. Puis je lis énormément de livres. Autant que je lis, que j'en écoute audio, que j'écoute des podcasts, que j'écoute beaucoup d'informations là-dessus. J'étais un grand consommateur de produits financiers. Puis c'est quelque chose, moi, qui me passionne. Fait que tout ce qui est rapport aux finances, à l'investissement, à l'immobilier, je connais quand même ça. On n'en a jamais vraiment parlé. J'ai hâte d'entendre ta réponse par rapport à si un jour tu veux être propriétaire, quelle va être ta stratégie? Vu que tu as lu un petit peu. Ouais. C'est drôle parce que je pense qu'à chaque semaine, mon discours change sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai longtemps voulu investir dans des plex pour tout ce que ça apporte, le cash flow, à long terme, ce que ça peut m'apporter. Mais avec ma compagnie en gestion de chalets locatifs, je vois que c'est de plus en plus un milieu qui m'intéresse au niveau des problèmes, peut-être qu'il y en a moins au niveau des locataires. Puis aussi ce que ça peut m'apporter d'avoir le lifestyle de chalet au niveau financier de ce que ça peut m'apporter, mais aussi au niveau du lifestyle de ma propre vie, d'offrir une expérience peut-être... Puis au niveau personnel, est-ce que d'être propriétaire d'une résidence principale... Si ça m'intéresse, tu parles? C'est-tu un objectif que tu as ou tu risques de louer longtemps avant d'aller vers là? Ouais, je pense que je vais acheter avant. Je vais acheter en investissement au lieu d'acheter pour mon personnel avant un moment. Bon, ma conjointe n'aurait pas le même discours que moi. Elle aimerait vraiment beaucoup qu'on aille bientôt notre maison avec la clôture blanche, notre chien qui a de la place pour courir dans le cours. Mais je pense qu'au niveau financier, pour nos objectifs à moyen terme, je pense que le plus réaliste, dans notre situation, ça serait de faire ça. Moi, si je peux me permettre, je veux juste poser une question justement à vous. Ouais. Est-ce que, parce que j'ai lu à beaucoup de places, puis aussi mon frère étudie en médecine en ce moment, puis il s'est fait conseiller il s'est fait dire que c'était plus aussi important d'acheter une maison que c'était pas le plus gros investissement de votre vie parce que il y avait moins d'argent à faire avec ça en tant que tel. C'est sûr, avec les dernières années, ça a changé un petit peu là, parce que justement les prix de maison ont tellement monté. Est-ce que vous conseillez vraiment d'acheter une maison? Est-ce que c'est le premier investissement que vous devriez faire ou il y a tellement d'autres avenues maintenant? C'est moi qui commence ou c'est moi, ça me dérange pas de commencer, mais on va avoir peut-être le même discours. En fait, ça dépend toujours quel est le projet. En fait, c'est quoi la vision long terme? Et puis, moi, je pense personnellement... C'est pour ça que c'est important, là, vraiment, la vision. Ouais. C'est vraiment ça qui va tout changer. Moi, je pense que c'est quand même important un jour d'avoir sa propre maison, mais c'est de commencer par quelle étape? Est-ce qu'on commence par un plex? Est-ce qu'on veut être un investisseur immobilier? Est-ce qu'on veut faire des placements? Puis je pense qu'il y a quand même une expression, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La pierre, ça reste quand même des valeurs qui sont sûres, surtout que au marché du Québec, ici, on est les moins chers en Amérique du Nord. Donc, on sait qu'on va encore avoir de l'expansion. Donc, je pense que oui, c'est un bon move, mais c'est quand même aussi bien de faire des placements. Où est-ce que moi, je peux aller un petit peu à côté de ça? C'est que les évasions fiscales, les gens, la plupart du temps, quand je pose la question dans mon analyse de besoins financiers, je leur dis, est-ce que vous aimeriez payer moins d'impôts? Ça semble farfelu comme question, mais il y a des gens, des fois, qui disent, ben non, écoute, l'impôt, pour moi, c'est important d'en payer pour telle et telle raison.
Puis la plupart des gens disent « écoute, si je peux sauver de l'impôt, je veux sauver de l'impôt. » Parfait. Fait que quand on a un discours comme ça, vers quoi qu'on s'en va comme investissement qui nous permet d'avoir une économie fiscale, une résidence principale, c'est une évasion fiscale. Si tu achètes une maison à 400 000 et que tu la vends à 2 millions à ta mort, c'est tout dans tes poches. À cause du gain en capital. Il n'y a pas de gain en capital. Tout est net quand c'est une résidence principale que tu demeures à l'intérieur. Ça, et on a le CELI. De l'autre côté, au niveau des investissements, c'est des évasions fiscales. On n'a pas d'impôt à payer et on peut faire du rendement à l'abri de l'impôt. Donc, oui, c'est intéressant. De l'autre côté, où ce que je rejoins beaucoup, Céline, c'est que ça dépend de c'est quoi nos projets et ce qu'on veut. Parce que probablement qu'au niveau monétaire, le meilleur move serait un plex. Si on a la capacité financière, on achète un plex, on vit à l'intérieur du plex, ça nous permet de râper, ou peut-être le CELIAP l'année prochaine, ça nous permet d'avoir un plus gros levier. Puis après, on a plus d'équité qui se crée à l'intérieur de l'immeuble et on a plus d'argent. Donc, le meilleur move monétaire serait probablement d'aller vers des revenus passifs qu'on peut venir rester à l'intérieur. Mais si la personne, comme peut-être la conjointe à Eric, elle veut sa maison avec une grande clôture, un grand terrain pour que le chien puisse courir, t'as bien beau lui dire « Voici la meilleure stratégie financière », ce n'est pas la stratégie financière qu'elle veut. C'est la stratégie émotionnelle un petit peu, là, c'est ça. Si je peux renchérir là-dessus, je suis 100% d'accord. J'ai eu la discussion avec quelqu'un il y a, je pense, une semaine ou deux de ça. Puis financièrement, c'est plus logique d'acheter un plex, d'investir dans une business. Mais ça se peut aussi que tu as le goût de travailler ton 40 heures semaine, de ne pas t'écœurer avec une business, de ne pas t'écœurer avec des locataires. C'est bien correct aussi. Mais c'est l'autre jour, Mathieu, je pense, dans le podcast que vous avez fait, tu as nommé l'aspect du... des fois, c'est plus logique pour eux. Tu parlais de l'exemple du couple que le parent, l'école est proche. Ça ne leur dérange pas de payer plus. Exact. Ben, ils sont prêts à payer plus cher, à perdre de l'argent. Ils sont prêts à perdre de l'argent parce que pour eux, il y a plusieurs avantages qui ne sont pas monétaires. Exactement. De poser la question, par exemple, justement, avec c'est ton frère qui est médecin. Ouais. Ton frère, est-ce qu'il veut la meilleure stratégie financière? Est-ce qu'il veut la stratégie qui lui convient? Donc, c'est pour ça que d'avoir quand tu as un conseiller ou même un planificateur, que lui, son objectif, c'est de venir vendre un produit, ben c'est facile, ou même au niveau des produits financiers, c'est facile de dire, bon, ben voici ce qui est le mieux pour toi, voici les rendements, voici ci, voici ça, parce que ça correspond à ton profil. Mais ça va plus loin que ça, au niveau de nos recommandations. Ça doit aller plus loin que ça. Continue à parler, il faut que j'aille aux toilettes. Oui. on le coupe même pas. Non, mais allez-y, on le coupe pas. Tu fasses un pisse à la caméra, on le coupe pas. C'est ça, on le coupe pas. Ben oui, ce que je veux dire, en fait, c'est à mon niveau à moi, tu sais, j'ai acheté ma maison. Où est-ce qu'on est en ce moment? Pour nous autres, une location, ça faisait pas de sens parce que nous autres, on élève nos animaux. Donc, nous autres, on est à la campagne, on a nos cochons, nos Je pense que t'as quand même une couple d'enfants aussi. Oui, j'ai 3 enfants, c'est ça. Ouais. Puis ça crie à toute-tête. Fait que je me vois pas est-tu proche des cochons pour les enfants? Oui, c'est ça. C'est la même. Mais dans le fond, tu sais, fait pour élever notre mode de vie à nous autres, qui est plus sédentaire, puis élever nos animaux sur la terre, puis avoir un gros jardin, ben je peux pas faire ça si j'habite dans un 3,5. Fait que financièrement, c'est pas le meilleur move. Par contre, qualité de vie que nous, on veut, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Fait que tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne. Puis tu sais, ton projet peut changer. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Tu sais, surtout au Québec, il y a quand même 70% des gens qui ne finissent pas leur terme hypothécaire, soit parce qu'ils vendent, soit parce qu'ils refinancent pour d'autres projets. Mais on est quand même une société qui est très mobile. On se déplace beaucoup, on change de maison plusieurs fois. Tu vois, c'est ma 3e maison, là. Ouais. Puis les 2 premières, j'ai pas fini mon terme. Mais c'est surtout que... Et la génération de nos parents, ils construisaient à 20 ans, en tout cas, je ne sais pas ici, mais nous, en France, c'était ça. On construisait à 20-25 ans et à 70 ans, on était encore dedans. Ouais. Nous, notre génération, moi, j'en suis à ma 8e maison. Je suis quand même pas si vieille que ça. Donc, c'est juste qu'on bouge beaucoup, mais il faut savoir des fois réévaluer aussi le projet. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent à mes premiers acheteurs. Ce que vous achetez aujourd'hui, ne vous projetez pas quand vous en aurez 50 ou 30 ans, vous aurez plus forcément les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc, moi, je trouve que maintenant, des fois, c'est une erreur de se focaliser. Voilà, moi, j'ai 20 ans, mais je vais avoir un chien, 2 chats, 3 enfants. Je veux la petite maison avec la barrière. Bah, peut-être que d'ici là, tu vas peut-être avoir le temps de la changer 10 fois, ta petite barrière blanche. Tu as tellement raison par rapport à ça, parce que justement, quand j'ai acheté ma maison, c'est un petit bungalow. Puis ça, on était juste, moi, ma conjointe, on s'est acheté un chien, là, on est rendu avec 2 enfants. Hop, ça s'en vient de plus en plus serré. Là. Il va falloir qu'on pense éventuellement à aller plus gros. Là. Ben, tu sais, nous autres, de notre côté, tu avais une question tantôt que tu avais posée à tout le monde. Il restait avec moi, je pense, à répondre. Hein? Oui, c'était au niveau des investissements. Comment que, au niveau
niveau des Oui. investissements et des Connaissances. produits. Oui. Au niveau de tes connaissances, quand vous avez acheté, par exemple, la première maison, comment ça s'est déroulé? Puis est-ce qu'il y a des choses que tu referais? Oui, en fait, ça, de mon côté à moi, j'ai la première maison que j'ai achetée, c'est une maison neuve que je n'achèterai plus jamais. Écoute, on dormait la nuit, là, puis les planchers étaient mal posés. Puis quand on dormait la nuit, là, on entendait comme des coups de feu dans la maison. C'est le plancher qui prenait de l'expansion puis qui il levait. Ça faisait pow dans la nuit. Là. Oh, ouais, on se réveillait en sursaut, le chien qui courait partout. Là. C'était, ouais. Fait que finalement, il a fallu arracher le plancher pour recommencer. L'entrepreneur a tout corrigé, là. Ils ont tout fait. Mais bref, une maison neuve que j'ai pas fait inspecter. J'ai pas fait. Moi, j'étais allé avec en fait, mon planificateur financier que j'avais à ce moment-là, il faisait aussi l'hypothèque. Donc, j'étais allé avec l'hypothèque avec lui. Je sais pas si c'était le bon move ou pas, qu'est-ce qu'on a fait, j'ai aucune idée. Là. Il m'a dit tourne à gauche. J'avais 22 ans, je pense. C'est exactement ça. Tu te rappelles-tu de ta mise de fonds? Comment ça s'était passé? T'avais-tu rappé? T'avais-tu mis non, l'argent dans un compte chèque? on avait accumulé. En fait, moi, je travaillais comme couvreur à Charpentier-Mundi. Ouais. Et puis, Vanessa était encore à l'école en tant qu'infirmière. Puis qu'elle travaillait à temps partiel. Fait que c'est moi qui travaillais. Tu avais mis ça où? Un compte Un de compte côté, US chez Desjardins, ton 0,2. planificateur, il t'avait Ben mis oui, sur en fait, on l'a appelé après. Un coup qu'on était prêt à avoir la mise de fonds, c'est là qu'on a appelé. Ouais, C'est souvent ça Ouais, qui arrive, hein? Ah oui, c'est ça. On a fait les moves qu'on pensait logiques. Aujourd'hui, je réalise que non. Ouais. Mais on a accumulé la mise de fonds pour la maison en dedans de 7 mois. Fait qu'en 7 mois, c'est bien. on est parti de 0 à mise de fonds plus plus payer un mariage. J'ai reçu une question d'un client cette semaine, puis il m'a dit « Guillaume, penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur, acheter une maison? » Ben, j'ai dit « Des histoires comme celle de Mathieu qu'on vient d'entendre, ça m'a pris 7 mois tout seul à mettre de l'argent de côté pour une maison. Ça existera plus. Ça n'existe plus en 2022. J'avais pas de vie. Je travaillais 80 heures semaine. Puis comme Charpentier-Mundi, je faisais de l'overtime à côté. Puis je ne faisais que travailler. Je ne sortais pas. Pas un café le matin. Rien. Pas de dépenses, Aucune. pas rien, Aucune. pas de qualité de niveau de vie. Non, rien. Seul, pas d'optimisation. Rien. C'est pour ça que la question venait avec qu'est-ce que tu ferais justement si dans 1 an, 2 ans, ça devient de plus en plus difficile? J'ai dit c'est pas compliqué. C'est que tous les gens que j'entends depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans qui ont eu des problèmes avec l'achat de leur première maison, ben qu'est-ce que je viendrais faire différent? C'est ça. C'est au niveau des conseils, comment on fait de l'optimisation, est-ce qu'on place cet argent-là, on achète tout dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça vient impacter où est-ce qu'on peut en avoir plus dans nos poches. Les produits, l'inspection qu'on va venir faire, ça va nous empêcher des problèmes. Je pose des questions à tout le monde que je rencontre qui ont en haut de 25, 30 ans, 35 ans, puis qui ont acheté déjà une maison dans le passé. Ils ont toutes fait des erreurs qu'ils ne referaient pas. Fait que si on est capable de prendre la main de chaque personne qui veut acheter une maison dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils ne feront pas ces erreurs-là. Ils vont être bien accompagnés. Fait que ça vient faire une Puis différence. aussi, que ça va faire, c'est que ces gens-là, mettons qu'on a aidés, ils ont 20 ans, 22 ans, 25 ans. Souvent, c'est ceux qui sont un petit peu perdus financièrement ou dans une transaction immobilière, c'est eux. Donc, si on les aide, par la suite aussi, c'est la journée que ces personnes-là ont des enfants, ils savent déjà le bon chemin à prendre. Fait qu'ils vont pouvoir justement éduquer leurs enfants. Que là, en ce moment, on a des personnes, mettons, qui ont des enfants, qui n'ont aucune éducation financière. Puis là, ils vont mal éduquer leurs enfants sur la finance. Puis là, c'est un cycle continu. Là. Tantôt, Yann, tu parlais de, justement, c'est quoi nos projets, puis tu as posé une question, justement, de vers quoi que nous, on irait. Quand on fait l'analyse avec les clients, j'ai remarqué que plus que la photo des gens est claire en tête, de leur côté, plus que nos conseils vont être très clairs. Si la personne a dit, moi, ce que je veux dans la vie, c'est, je veux être investisseur immobilier. Je dis, parfait, excellent. Là, je prends des notes, investisseur immobilier. Je veux m'acheter une maison d'ici 5 ans. Parfait, excellent. Je veux avoir un enfant d'ici 2 ans. Parfait. Je m'achète un chien dans les 2 prochains mois. Parfait. Je veux quitter mon appartement. Là, en ce moment, je suis avec ma mère. Je veux aller dans un autre appartement avec un collègue. Parfait. Là, ça commence à être complexe pour te donner une recommandation. Je veux un bateau. Je veux le bateau dans le CELI d'ici 5 ans. Mais tout ça, ça fait en sorte que ça vient flou. T'sais, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont concrètes dans la tête à quelqu'un, mais dans 5 ans, tu te vois où? Tu te dis, où l'image claire? Ah, je sais pas. Parce qu'elle se voit dans un immeuble. C'est tellement important. Tu as tellement 100% raison par rapport à ça. Parce que c'est ça. C'est si, justement, tu fais juste parler, tu n'as pas d'image claire. Si tu n'as pas le plan clair, ça va tout le temps être ça. Là, puis tu sais pas où c'est que tu t'en vas. C'est super important d'avoir là, justement une direction. Où est-ce que tu t'en vas et tout ça. Là. Si tu te vois, là, mettons, tu as 2 photos là, Polaroid dans ta tête. Puis tu en as une, tu es à côté de ta conjointe. Vous avez un bébé. Ta conjointe, tu as un bébé dans les bras. Tu as ton chien. Puis tu es en avant d'un sixplex que tu viens d'acheter. Tu le sais que d'ici 3-4 ans, quand tu vas avoir ton enfant, tu vas avoir ton chien, puis tu vas avoir le sixplex. C'est clair, c'est vivide. Puis les recommandations que tu vas avoir pour optimiser, pour te rendre là, vont être claires également. J'aime ça l'exemple du Polaroid. Non, mais la photo, là, ta shake, c'est bien. Qu'est-ce que tu vois sur la photo?
C'est exactement ce que tu dois penser à mettre en place pour ce que tu veux. Mais moi, je mets ça en place pour ma carrière, puis tout ce que je vois clair, je me rends là. Oui, parce que Mon tu te donnes les corps se moyens. rend là. Excuse, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est parce que ton corps va se rendre C'est là. une direction un petit peu, C'est c'est la direction où est-ce que tu vas aller. Puis, Tu peux te casser une jambe. Mettons, tu t'es dit, moi, dans 2 ans, je me vois là. Tu peux te casser une jambe. Oui, tu peux chigner, tu peux dire, OK, tu peux être négatif par rapport à ça, tu peux te soigner, tu peux perdre 3 mois de ta vie, en fait, à cause que tu t'es brisé une jambe. Mais ta photo est claire encore. Tu le sais que tu es là, il te reste 18 mois, il te reste plus 24, il te reste 18. Tu le sais que ton corps va se rendre là. Même si tu te fais trimballer de droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, l'arrivée, elle est dans 24 mois, puis elle est en avant de toi, tu vas te rendre. Fait que de mettre ça en place pour les clients, c'est ce qui est vraiment intéressant. Mais la photo, quand elle est floue, je veux mettre une image, là, c'est difficile dans le podcast, là, mais si on regarde justement, on a une ligne droite avec une image claire au bout, puis qu'on s'en va de droite à gauche, c'est facile de se rendre à la photo précis à la fin. Tandis que si la photo est floue, elle va suivre le droite et gauche. Puis là, c'est là que tu sais plus que elle est où la ligne. Elle est où la ligne droite de mon côté, parce que tu as la photo qui est floue. Puis quand il t'arrive une bad luck à droite, t'arrives une bad luck à gauche, la photo, elle suit. tu sors là l'argent de là pour l'utiliser ici quand tu n'étais pas supposé. Puis, Fait que là, il faut que tu reprennes des photos. On reprend l'exemple du Polaroid. Le Polaroid, c'est flou au début, puis ça devient clair. Fait que tu prends une photo, puis là, t'es rendu à gauche. Là, tu prends une photo, puis là, ça semble que c'est pas là que je voulais aller. Là, tu t'en vas à droite, là, c'est pas là que je voulais aller. Fait que ce que je trouve ça le fun, c'est de faire des analyses avec les clients, puis de faire des mises à jour à chaque 6 mois ou à chaque 12 mois. On a des surprises. Tu sais, déjà, dans la carrière que j'ai pas 5-10 ans d'expérience dans le domaine. Le fait de retourner en mise à jour avec un client puis de dire « Hey, on voulait ça. Où est-ce qu'on est? » L'image est encore claire. Puis je trouve ça beau quand l'image est encore claire. Puis je trouve ça beau aussi quand la personne a fait « Tu vois, ça, c'était moi il y a 2 ans. Là, on est rendu là. » Fait que je trouve ça super le fun. Tu vois un petit peu les progrès aussi, d'où est-ce que tu es rendu quand tu revois tes clients comme ça. Là. Ouais. Vraiment, c'est là qu'on voulait aller. On est rendu à mi-chemin, on est rendu là. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Tu sais aussi, c'est le pouvoir de la visualisation. Tu sais, c'est un peu ésotérique là, quand on parle ça comme ça, mais juste le fait de s'imaginer où est-ce que tu te vois dans 2 ans, ça l'aide tellement à faire tes gestes au concret, au day-to-day pour te rendre à où est-ce que tu veux aller. Fait que, mettons, je vais prendre l'exemple de ta photo Polaroid. C'est exactement ce que tu dois faire dans ta vie si tu veux réellement te rendre là. Tu sais. Moi, j'ai pris... je me rappelle, j'étais encore en stage, puis j'ai demandé à ma directrice d'avoir plus de conseils, être capable d'être mieux outillé, parce que je savais qu'aussitôt que j'allais sortir de cette ligne-là, j'allais me perdre. Puis j'ai fait affaire avec une coach professionnelle qui me ramène à ma ligne. Je m'en vais à gauche trop loin, là, elle me ramène. Tu sais, c'est important de savoir, de se connaître à la base, puis de se ramener à qu'est-ce qui est important aussi pour nous. Moi, je sais que ce qui est important, c'est de me rendre là, d'avoir tant de clients, d'être capable de bien les servir, puis d'avoir une croissance personnelle et professionnelle à l'intérieur de ça. Puis que si je m'éloigne de ça, mais de me faire ramener, je trouve que le coach professionnel, tu parlais d'ésotérie, mais de te ramener aussi à qu'est-ce qui est important, d'avoir une croissance personnelle, ça c'est... je pense que c'est un must de quand on a des objectifs. Là, on parlait d'immobilier, mais dans n'importe quoi dans notre vie. Là. Absolument. Puis, niveau photo Polaroid, t'en as-tu dans ton domaine, Céline? Moi, je me fais. Des photos floues, t'en as-tu en masse? Moi, des clients qui ont des. Ouais. Ah oui, bah, bien sûr. Moi, j'ai des clients, souvent, on peut faire des préqualifications, puis on a la préqualification pour un triplex, pour un duplex et pour un unifamilial. Tu sais, déjà, moi, là, en départ, je leur dis. Bah, ils veulent tout, hein. Ils veulent tout. Ils veulent tout en même temps, ouais. Et en fait, suivant ce qu'ils trouvent, et c'est souvent que ça finit que c'est une maison unifamiliale, et je trouve ça dommage, ils ont perdu. Tu sais, au départ, c'était un duplex ou un triplex pour avoir un petit peu la fibre entrepreneur, avoir de l'immobilier. Puis, ils ont un coup de cœur sur une unifamiliale. Et c'est vrai qu'on se projette plus facilement dans un unifamilial. Ouais. Mais au niveau financier, bah, ton unifamilial, il ne te rapportera pas de loyer. Ce n'est pas tes locataires qui vont te le payer. Puis tu sais aussi, je pense que c'est important de leur expliquer. Ben, tu sais, ton duplex, triplex, il va peut-être réussir à t'amener dans ton unifamilial qu'est-ce que tu veux réellement aussi. Ben, c'est juste un temps de plus à rajouter. C'est une petite concession pendant 2 ans d'avoir un locataire sur ta tête ou en dessous. Puis franchement, ton premier achat, là, ton duplex, ou idéalement un triplex ou un quadplex, si tu peux, c'est ta vache à lait toute ta vie. Tu sais, tu peux le refinancer. Puis d'ailleurs, un locatif, c'est ce qu'on va payer en dernier.
Tu sais, le locatif, Ouais. tu le laisses payer par tes locataires. Ah oui. Tu sais, après, tu t'arranges avec ton comptable pour tes impôts, il y a plein de déductions, mais c'est surtout que tu vas pouvoir le refinancer et réallonger ton amortissement. Tu sais, pendant que tu vis dans ton plex, le fait, mettons, on prend l'exemple du 4 logements, ben, tes 3 logements vont payer le bloc. Fait que, tu sais, pendant ces 2 ans-là, tu vas avoir encore plus de capacité pour pouvoir mettre de l'argent Eh de oui. côté pour Mais ton ça, mini familial. Puis Ça va être c'est- encore plus facile Et puis, de... la fausse croyance, c'est que moi, il y a plein de couples qui pensent que leur triplex ou leur duplex va alourdir leur pouvoir d'achat pour Le une maison. ratio Et d'endettement. souvent, pas du tout. Si c'est sûr que s'ils l'achètent avec des petits loyers, peut-être, mais tout est à calculer. Mais c'est quand même généralement un bon investissement pour un premier investissement. Tu allais rajouter quelque chose? Ouais, Mathieu? en fait, je me souviens plus ce que j'allais dire. Ça va Ben, revenir. Que moi, t'es le meilleur j'avais- inspecteur. J'avais une question, moi, de votre côté, en fait, pour les 4. Est-ce que ça a toujours été quelque chose d'important pour vous d'investir en immobilier? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'allume, Yann, de ton côté? Maintenant, oui. Avant, pas du tout. Dans le temps, justement, que j'étais en Alberta puis que je faisais de l'argent puis savoir quoi en faire, absolument pas, parce que j'avais aucune... j'avais jamais eu vraiment d'intérêt là-dedans en tant que tel. Puis c'est vraiment quand je suis revenu au Québec que j'ai commencé vraiment à m'intéresser là. Puis je fais environ la moitié du salaire que je faisais en Alberta, puis j'ai plus d'argent aujourd'hui que j'en avais quand j'étais en Alberta. C'est un petit peu ironique, mais c'est comme ça. Puis c'est tout simplement justement la connaissance que je n'avais pas en tant que telle. Aujourd'hui, oui, j'investis justement. Là, j'ai des projets justement d'acheter des plex éventuellement. J'investis en bourse aussi, tout ça. Donc c'est vraiment... J'ai une deuxième question qui va suivre ça. Mais Eric, mettons toi, de ton côté. Ouais. Investir, là, tu parlais de chalet tantôt. Mhm. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Quand j'ai compris que c'était quoi l'argent, comment que ça fonctionnait, puis aussi, c'était quand en vieillissant, tu apprends à te connaître. Quand j'ai compris que j'étais quelqu'un qui aspirait à beaucoup plus que juste d'avoir ma job 9 à 5 puis de m'arrêter là, c'est là que j'ai compris que, OK, tu vas avoir besoin d'argent, puis 2, comment tu peux y arriver. Puis, par rapport à mon mode de vie, l'investissement fait du sens. Fait que, tu sais, en ce moment, je suis dans un mindset que j'investis tout ce que je fais dans ma business, tout ce que je fais que ça va me rapporter à moyen long terme. Parce que elle va te permettre, ta business, d'être autosuffisante avec les employés que Ouais, tu veux pour un te jour. permettre d'aller... C'est que Investir. malgré ça, c'est ça. Mais tu sais, l'objectif de faire de la gestion de chalet, effectivement, c'est d'avoir mes propres immeubles après pour pouvoir propre gérer et tout le kit. Mais oui, c'est important. Parfait. Puis toi, Mathieu? Oui, ben la fibre entrepreneuriale, j'ai toujours eu. Je me souviens, quand j'étais petit, je voulais vendre de la limonade sur le bord de la route. Là. Fait que, ben oui, c'est sûr que l'investissement immobilier, c'est important. Pour moi, là, c'est un investissement qui est pas mal sûr, tu sais, qui est, je pense, le plus sûr sur le marché. Tu sais, comparé à la bourse, comparé à l'immobilier, c'est safe. Fait que c'est sûr que l'investissement immobilier, je veux le faire. Depuis quelques temps, vraiment, je réalise que peut-être ce qui m'intéresse plus, c'est les chalets locatifs, un peu comme Eric. J'ai réalisé que gérer des locataires, gérer un 24 logements, un 30 logements. J'y vends le rêve, Ça mais c'est entend, juste ouais. pour avoir sa gestion. Ouais, ça, c'est pas fou, là, c'est un entrepreneur. Hein. Puis Céline, de ton côté, toi, tu es déjà propriétaire de plusieurs immeubles, mais... Oui, bah moi, ça fait un petit moment qu'on fait ça et moi, j'aime vraiment ça, mais je suis tombée dedans parce que c'était mon chum qui a commencé là-dedans. Mais je trouve que c'est vraiment important, c'est une sécurité déjà de retraite. Et puis oui, pour moi, ça allait de soi de continuer de faire de l'investissement De faire de immobilier. La deuxième question est... Attends, Et puis toi, toi, de ton tu tour. ne réponds pas? Je me dissocier. Je suis pas le présentateur aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Moi, de mon côté, oui, c'est important. La photo est floue pour l'instant par rapport à le délai, surtout. Puis elle est floue sur quel type d'investissement je veux venir faire parce que souvent... Chalet. Chalet. J'avais plus en tête des plex, mais je me dis, tu sais, c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Donc, les plus grandes opportunités, souvent, vont demander beaucoup de cash flow. Donc, le rendement, il est souvent plus intéressant quand on est rendu dans les millions, qu'on est rendu dans les diplex et plus, une tour à logement. Le rendement, il est très puissant à court terme, même là, sur l'investissement. Le retour, il est très bon. Fait que, tu sais, je me vois avec peut-être des co-investisseurs sur différents projets. Je Des me vois partenaires. avec une carrière qui est grandissante, qui va me permettre justement d'avoir peut-être 100, 200, 300, 400 000 à investir en mise de fonds avec d'autres investisseurs dans le futur. Ça, pour moi, c'est flou un petit peu la vision. Puis la question que je voulais venir vous poser là-dessus, c'est au niveau du gain en capital. Est-ce que, de un, vous êtes confortable avec qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça l'implique par rapport aux investissements immobiliers? Puis, quelle est votre stratégie, vous, à votre décès,
par rapport à ce que vous voulez venir léguer à votre famille? Est-ce qu'on lèguerait Le patrimoine, là, tu parles? pour le patrimoine? Est-ce qu'on viendrait léguer une valeur nette? Est-ce qu'on viendrait léguer à la succession de l'argent de la vente des immeubles? Ou est-ce qu'on est vraiment en train de construire un empire avec plusieurs portes, plusieurs chalets? Moi, si je peux commencer, je pense que... T'as-tu des enfants? Ouais, 2 enfants. Fait que je suis seul ici qui n'a pas d'enfants. Fait que ma vision est un peu teintée en ce moment. C'est sûr que moi, j'ai juste moi à faire vivre mon chien, puis ça s'arrête là. Sauf que si je pourrais revenir à la place de mes parents puis de m'éduquer financièrement, moi, ce que je léguerais, je pense, à mes enfants, ça serait vraiment de léguer ce que j'ai acquis. Des portes. Des portes. Tu léguerais des chalets. Je léguerais des portes. Ouais. Justement, je léguerais mon parc immobilier, Ouais. justement pour leur montrer puis les éduquer au niveau de ce que c'est, puis de leur montrer ma vision de la chose, puis après ça, qu'eux autres partent de leurs propres ambitions, puis aillent de l'avant avec ça. Qu'est-ce que tu viendrais faire à ton décès? Là, c'est sûr que t'es décédé, là, c'est pas toi qui le ferais. Mais qu'est-ce que tu mettrais en place pour que ça arrive? Que si tu décèdes puis que tu as, par exemple, 5 chalets locatifs, que ta famille soit capable de couvrir l'impact fiscal que ça l'engendre. Bon, c'est sûr que je suis pas nécessairement à ta place pour savoir exactement la stratégie qu'elle a empruntée. Je pense que avant de mourir, il faudrait que je mette en place pour que ça puisse s'auto-payer tout seul, effectivement, normalement. Mais je pense que là-dessus, tu serais la personne à qui je pourrais prendre une stratégie de... T'as-tu quelque chose à me proposer? Vas-y. C'est là que je m'en allais moi. Parce que là, j'essaie de patiner un peu. J'étais comme... Il va venir m'aider, mais non. C'était ça, en fait, la question. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à nos connaissances là-dessus, puis qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que si quelqu'un me dit, ben moi, si je vaux 4 millions à mon décès, puis que finalement, j'en vaux 3 après l'impôt, ben c'est 3 millions à mes enfants. Mais si je rencontre quelqu'un qui me dit, comme tu viens de me dire, Eric, je veux léguer des portes, parce que c'est pas de faire 3 millions qui est difficile, c'est d'avoir accumulé cet actif-là qui est difficile. Le network. C'est le network qui est difficile, c'est pas juste d'avoir 3 millions de cash dans nos poches. Savoir comment le gérer aussi. Savoir comment le gérer, c'est d'avoir les connaissances, c'est d'avoir justement cet actif-là, ce passif qui roule là. Ce que je viendrais recommander, c'est des assurances qui permettent de couvrir ça. Puis souvent, c'est des assurances qui vont être participatives, qui vont créer une croissance dans le capital d'essai, qui te permettent justement que même si tu continues à faire des acquisitions tranquillement, pas vite, tu sois capable de couvrir ce montant-là dans le futur. Toi, de ton côté, tu m'as dit que tu avais des enfants tantôt. Ouais. Comment tu vois ça, toi, de ton côté, si tu fais des investissements immobiliers? Encore une fois, c'est un excellent sujet parce que je m'y connais vraiment pas beaucoup. C'est ça, moi, mes enfants sont en bas âge. Justement, j'en ai un de 2 semaines. Félicitations. C'est un petit nouveau. Là. Donc, c'est vraiment ça. Moi, mon but, là, c'est vraiment, encore une fois, j'investis déjà dans les REE pour les deux enfants. Donc, vraiment ça, qu'ils puissent aller faire les études qu'ils veulent faire en tant que tel. Puis qu'il n'y ait pas de porte vraiment fermée avant eux autres. Ils peuvent vraiment choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent aller faire de l'art, ils veulent faire n'importe quoi, j'ai aucun problème avec ça. Mais encore une fois, ça serait beaucoup des connaissances, des actifs idéalement. Mais encore une fois, j'ai aucune idée de, comme les impôts, comme tu disais, là, de léguer le 4 millions, voire 3 millions, ou c'est vraiment à ce moment-là, j'ai aucune idée où est-ce que je m'enlignerais par rapport à ça. J'adore ça. Moi, j'ai les yeux, je sais pas si vous voyez, j'ai les yeux qui brillent en ce moment. Moi, quand il m'a dit R3E, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai genre 3000 questions. Au niveau du régime épargne-études, donc 2 semaines, snap, là, on a tout de suite fait l'acquisition d'un régime épargne-études. Est-ce que c'est un régime familial? Est-ce que c'est des régimes individuels? Excellente question. C'est individuel pour chaque enfant en tant que tel, Okay. me semble. tu me poses des bonnes questions. Il faut que je parle à mon conseiller justement par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, individuel les deux. Par rapport à ça, on a un CELI aussi. Moi, ma conjointe en a un, elle aussi. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'on... Puis pour les régimes épargne-études, quand j'arrive à cette question-là dans mon analyse, je le demande souvent quand ils veulent des enfants ou qui ont déjà des jeunes enfants. Où est-ce que vous voyez par rapport aux études postsecondaires? Est-ce qu'on veut les payer? Est-ce qu'on veut pas les payer? Il y a souvent 3 façons de voir les choses. Tu as le premier groupe de personnes qui dit ben non, les études postsecondaires vont être défrayées par les enfants, si s'arrangeront avec ça. Le deuxième groupe, c'est j'aimerais ça payer, mais je sais pas si je peux payer la totalité et je sais pas si je veux payer la totalité. Ça serait probablement un partenariat parent-enfant. Ça serait probablement, je mettrais, mettons, 10 000 chaque enfant. Et s'ils s'en vont faire des études plus poussées, par exemple, qu'une technique, ben, on s'en va. On a besoin d'aller faire un bac, d'une maîtrise, d'un doctorat. Ils auront des prêts et bourses, puis ils auront des dettes à payer avec ça. Puis il y a le troisième groupe qui est, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça payer la totalité. Toi, tu te situes où? Dans le dernier... Encore une fois, dans le meilleur des mondes, des fois, c'est pas réaliste, mais...
s'il veut aller étudier aux États-Unis, mon but, c'est vraiment là, que leurs études soient payées à 100%. Là. C'est ça mon but. Encore une fois, je sais pas si ça va arriver, là, mais c'est ça mon but. Moi, j'adore ça, c'est parce qu'il y a des stratégies qu'on est capable de venir mettre en place au niveau fiscal avec les régimes épargne-études. Ça, c'est super le fun. Je sais pas si on veut développer là-dessus pendant le podcast. Je pense qu'on pourrait en faire un total là-dessus. Je sais que tu y aurait tellement de questions. Il y a tellement d'affaires à parler. Là. On pourrait aller loin. Je sais pas combien de temps on fera une prochaine épisode là-dessus. Sans faute, par exemple, parce que c'est sûr que tu pourrais développer une bonne heure. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à savoir aussi par rapport à ça. On sort un petit peu de... On pourrait en faire peut-être des plus petits... de se poser des petites questions linéaires là, par rapport à différents produits, différentes choses plus spécifiques dans les inspections également. Mais en tout cas, j'adore le principe que... Ben, en fait, j'aurais aimé ça peut-être juste avant qu'on termine, parce que là, il y a Eric puis il y a Yann qui a répondu. Toi, comment tu vois ça? De mon côté, en fait, moi, ce que je veux surtout léguer, ça peut sonner un peu cheesy, là. Mais ce que parce que léguer de l'argent, comme on l'a dit tantôt, léguer 3 millions, c'est facile à brûler. Là. Ce qui est plus dur à léguer, par exemple, c'est des outils et des opportunités. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est, tu sais, le coffre à outils, je veux pas jusqu'à un marteau dedans. Je veux qu'il y ait toutes les tournevis, je veux qu'il y ait toutes les sortes de drills, tout dedans. Fait que c'est vraiment ça que je veux léguer. Fait que pour faire ça, je pense que c'est sur le développement personnel que ça se passe. Fait que c'est à moi de me développer du meilleur que je peux pour que je puisse ensuite léguer ça à mes enfants. Qu'ils soient outillés pour aller dans la vie en tant que tel. Qu'il y ait tous les outils que, attends, mes parents m'ont expliqué telle affaire, ils m'ont enseigné telle situation, je suis capable de dealer avec le problème. Question d'être outillé aussi pour l'avenir qui s'en vient pour eux. Parce que le monde dans lequel ils vont vivre, c'est pas nécessairement le même monde qu'on est en ce moment. Puis pour ça, il faut toujours être flexible et s'adapter. Là. Ben, souvent aussi, ce que je pose comme question, c'est qu'est-ce que vous pensez que dans le futur, ça va être de plus en plus difficile d'être propriétaire? La seule réponse que j'ai reçue à date, c'est oui, je crois que les gens qui sont propriétaires d'immeubles, il va y avoir un gros levier qui va être fait. Ça va être de plus en plus difficile d'être propriétaire, surtout s'il y a une grande croissance, puis qu'on voit la classe moyenne peut-être disparaître vers un petit peu plus pauvre. Les riches vont donner un petit peu plus riches, puis les pauvres... la classe moyenne va se rendre... entre les deux va vraiment se... je pense qu'il y a une partie de la classe moyenne qui va devenir un petit peu plus pauvre, puis une partie de la classe moyenne qui va devenir plus riche également. Il va y avoir vraiment un écart qui va se créer. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de millionnaires que maintenant. Si je me souviens bien, j'avais vu ça. Ouais. Faudrait sortir Forbes. Mais c'est aussi que la classe moyenne fait une époque, mettons, de 30 000. C'était confortable. Aujourd'hui, le 30 000, tu commences à enrocher un petit peu, mais le 40 000 de l'année passée, c'est déjà plus le 40 000 de cette année. Tu sais. Le fait que tu gises ta réponse-là de oui, je pense que ça va être plus difficile de devenir propriétaire, le levier que tu as en tant que propriétaire, on s'en fout du revenu. C'est le fait que tu es propriétaire. Donc, souvent, je suis la courbe de ces réponses-là, puis je vois que les gens commencent à répondre un petit peu comme Yann, comme Mathieu, comme Eric. Vous m'avez dit, moi, j'aimerais mieux léguer des portes, léguer une connaissance que de léguer 3 millions. Si je vaux 3 millions à la fin, j'aime bien mieux léguer une valeur nette qui vaut ça. Je suis pas en train de dire que je donnerais pas l'argent aussi. Non, mais c'est pas tant au niveau monétaire. Là, on dit 3 millions, ça aurait pu être un autre chiffre. Mais l'idée, c'est vraiment que vous voulez venir léguer des portes parce que, justement, ça suit un petit peu je pense que ça va être de plus en plus difficile de devenir... Mettons, t'es propriétaire d'un 12-plex, là. Tu veux léguer le 12-plex, parce que devenir propriétaire d'un 12-plex, même au niveau monétaire, c'est une chose, mais parce que si tu donnes 1 million, donnes 1 million, ça vaut moins que la valeur de l'immeuble, techniquement. Parce que tu t'en sors de levier pour acheter d'autres choses après. C'est pas mal plus facile que de passer à la banque après, parce que c'est bien beau avoir l'argent, mais c'était pas le crédit. Puis que la même chose, l'inverse aussi. Je pense que tu as raison par rapport à ça, parce que c'est tellement difficile quand tu es jeune, tu as 20 ans, puis tu essaies justement, tu n'as pas de crédit, tu n'as pas rien, puis tu essaies de passer pour une maison. Tandis que là, au moins, tu as comme des actifs, tu pars avec un avance dans la vie, selon moi. Je pense que Céline peut justement développer un peu là-dessus. C'est toi qui les vois en premier, les premiers acheteurs qui ont rien, qui savent. Oui, on les voit, mais moi, je pense que ce que vous avez expliqué, ce que vous vouliez faire, c'est déjà des super bons points, mais c'est déjà d'éduquer vos enfants dès qu'ils ont 16 ans, déjà pour leur faire bâtir un crédit, parce que tu sais, là on parlait de legs, mais legs, on s'imagine qu'on va léguer quand on aura 90 ans, nos enfants ils auront 70 ans. Est-ce qu'ils ont besoin de notre argent à ce moment-là? Je ne crois pas. Je pense que là déjà on est un petit peu dans le champ. Ce qui est important, je pense effectivement, c'est de les aiguiller et de les outiller tout au long de leur vie. Puis nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir les aider à l'achat de leur première maison, parce qu'on sait très bien que maintenant, pour avoir la mise de fonds, c'est vraiment dur, et on n'a pas envie que nos enfants soient propriétaires à 35 ou 40 ans. On a envie qu'ils aient la chance d'avoir l'opportunité, comme nous, à 20, 25 ans, d'être propriétaires. Et là, je pense que le rôle du parent va être de plus en plus important dans le don.
Mais pareil, de pas non plus tomber dans l'excès, de tout leur donner tout cuit dans le bec, parce que ça va devenir une génération qui est déjà, à mon sens, un petit peu trop choyée. Ce qui est intéressant, là, c'est que j'ai remarqué qu'une des plus grandes richesses qu'on a, en fait, c'est l'âge, c'est le temps, c'est les opportunités. Quelqu'un qui est millionnaire, mais qui n'a plus de temps, puis pas d'opportunités possibles, vaut moins, pas aux yeux d'une banque, par contre, mais vaut moins qu'un jeune qui travaille dans un dépanneur. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que justement, là, vous me parlez de si on est capable de lui léguer ça, mais là, la valeur, elle est incroyable parce qu'il y a une opportunité qui vient déjà de se créer dans le futur. En parlant du don, moi, je le vois souvent. Moi, j'en parle toujours du don aux clients. Je leur dis, est-ce que vous avez pensé à vos parents ou vos grands-parents? Et j'ai plein de jeunes qui me disent, non, on ne veut pas mêler notre famille à ça. Et là, étonnamment, on a failli perdre une maison avec des petits jeunes parce leur mise de fonds était sur leur ancienne maison, mais elle n'était pas vendue. Il ne nous restait plus que quelques heures et je leur ai dit, on a toujours la solution du don. Et en fait, ils en ont parlé à leurs parents et ils ont dit, si vous nous l'aviez dit dès le jour 1, on vous l'aurait fait tout de suite le chèque. Mais des fois, c'est par gêne, par peur. C'est tabou un petit peu. Qu'en dira-t-on? Et ça, je trouve ça dommage parce que nos parents... C'est de se faire dire non aussi. Oui, puis je veux dire, ça reste tes parents. Tu peux des fois leur demander, voilà ce que j'aimerais faire. Est-ce que vous êtes ouvert à me prêter ce don qui aux yeux de la banque est un don, mais souvent, c'est pas toujours un don. Je trouve ça le fun. Tantôt, tu me parlais on aimerait ça léguer plus de notre vivant. Toi, tu parlais de les aider avec une mise de fonds pour tes enfants. Oui, moi, je trouve ça plus intéressant. Tu vas pas donner à tes enfants à 50 ans. À 50 ans, leur vie, elle est faite. Absolument. Qu'est-ce que tu as mis en place en ce moment, vu que tu as des enfants? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Oui. J'ai acheté des immeubles. On a du locatif qui fonctionne bien. Et on se dit, le jour où ils auront besoin, on est capable de refinancer. Soit de refinancer, soit de vendre. On a un levier qu'on est capable On de... vendrait sûrement pas. Je pense que ça serait une erreur. On a des leviers. Effectivement, après, on a des leviers... Il y a une liquidité quelque part là, qu'on est capable d'avoir. Voilà. Pour en revenir sur l'inspection un petit peu, tu parlais tantôt que tu faisais beaucoup de pré-réception avec l'étude de prévoyance. L'étude de fonds de prévoyance. Ouais, on est même over, en fait. Ouais. On est même over. OK, écoute, est-ce qu'on t'a amené ça là? Tu peux poser une dernière question à question. Yann, au niveau des pré-réceptions, l'étude de fonds de prévoyance, est-ce que tu fais dans le fond les 4 logements et plus? Est-ce que tu en fais des fois des 30, 40 condos, des gros bâtiments avec des ascenseurs et tout? Là? C'est ça. En fait, en ce moment, je me lance là-dedans. Fait que je suis pas dedans en ce moment. C'est vraiment mon projet futur. Mais oui, il y aura pas de limite. Là. Je vais faire à peu près tout. Là, c'est ça. J'adore ça. Il n'y aura pas de limite. C'est ça qu'on veut. Cool. Excellent. Mais vraiment content de t'avoir eu avec nous, Yann. Si jamais tu veux revenir au podcast, merci pour l'invitation. Merci à toi. T'es-tu moins gêné que t'étais au début? Un petit peu. Ouais, on a senti la voix temporiser. Les phrases étaient plus longues. C'est bon. Écoute, bonne journée à tous. Merci. Merci. Good. À la prochaine.